juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano. Alors vous l'entendrez au petit bruit de fond derrière, je ne suis pas dans mes locaux habituels. Donc on vous prépare un petit bruit de fond avec les cigales. Ce n'est pas un bruit ajouté, c'est la réalité. Malgré tout, il y a toujours Olivier de Scooter qui m'accompagne sur le podcast. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. J'ai pas les cigales, mais ça va, le ciel est bleu. Ouais, t'es un peu plus au nord, c'est pour ça je me suis délocalisé pour quelques jours. Et puis notre invité cette semaine est Marion Laure-Blanchet. Salut Marion. Salut les gars, ça va ? Ouais, super. On en parlait en off. On a eu l'occasion d'échanger avec ton frère il y a quelques temps. Donc on va pas forcément parler de la famille Laure-Blanchet. On a déjà un peu parlé avec Thomas, ton frère. Par contre, on va parler de toi et tu le sais puisque tu nous as dit que tu avais déjà écouté le podcast. J'espère au moins 10 fois. La première question dans cet épisode, c'est donc dis-nous tout. Qui est Marion Laure-Blanchet ? Alors c'est vrai que des fois je suis la sœur de mon frère et des fois mon frère est le frère de Marion. Donc c'est parfois un petit peu ça. On s'en est amusé, on n'a jamais souffert l'un et l'autre. Alors moi, pour me présenter, je dirais que je suis maman de deux petites filles qui ont aujourd'hui 5 ans et demi, 7 ans. Je vis sur Clermont-Ferrand. J'ai eu 40 ans cette année. Je suis une retraitée, on va dire, du monde du sport de haut niveau. Et à côté de ça, j'ai créé mon entreprise. En réalité, j'ai deux sociétés dans tout ce qui sera la psychologie et la préparation mentale. T'as parlé de sport, t'as parlé de prépa mentale, de psychologie. Je te propose qu'on parte déjà sur le premier volet, le volet sportif. Tu nous dis que t'es retraitée, mais t'es pas si vieille que ça, Marion. 40 ans dans le monde du sport de haut niveau aussi, c'est déjà théoriquement, ouais, hormis certaines disciplines, mais très souvent, oui, on a terminé. Moi, j'ai arrêté ma carrière, on va bientôt fêter un anniversaire, le 31 août 2013, donc ça va bientôt faire 10 ans que j'ai arrêté ma carrière de haut niveau. Après, non, j'ai pas arrêté le sport, il suffit de voir mes kilomètres sur Strava, on voit qu'il y en a encore pas mal, mais on va dire que c'est juste aujourd'hui parce que ça fait partie de l'hygiène de vie. Et c'est vrai que dans le passé, oui, j'étais athlète de haut niveau, j'étais membre des équipes de France olympiques en triathlon. Donc ça date, c'était les JO de 2004 et de 2008. J'ai eu la chance, moi, de signer mon premier contrat professionnel. J'avais tout juste 17 ans. Et puis, ma carrière, moi, s'est arrêtée à l'âge de 30 ans. Alors, ma carrière a été faite en plusieurs temps. Il y a une première partie qui a été vraiment très ciblée sur le système fédéral, le triathlon international, à savoir, le système Coupe du Monde, qualification olympique. Et après les premiers Jeux Olympiques de 2008, je suis partie sur un autre format qui était Xterra et Alpha Ironman. Alors Xterra, c'est la version off-road du triathlon, natation, VTT et trail. Et puis ensuite, Alpha Ironman, c'est la franchise privée que tout le monde connaît. Donc je trouve que c'est sympa en triathlon de pouvoir avoir un petit peu plusieurs carrières au sein d'une même carrière. Ouais, et tout ça dans un mouchoir de poche, parce que tu nous dis que ta carrière s'est arrêtée à 30 ans. D'ailleurs, si ça te dérange pas, on pourra peut-être parler Bien de sûr. pourquoi ça s'est arrêté. Mais une carrière qui s'arrête à 30 ans, même si on a coutume de dire que les sportifs de haut niveau, surtout sur des sports assez intensifs, parce que le triathlon en mode distance olympique, ça reste quand même relativement intensif, font pas de vieux os, donc vers 30-35 ans, on s'arrête. Mais toi, malgré tout, t'as eu cette carrière fédérale, et puis après, t'es passé sur le Xterra et le Alpha Ironman. Alors, autant on a déjà eu des invités qui soit étaient passés après sur Xterra, soit qui étaient directement dans l'Xterra, mais on n'a pas forcément d'invités qui ont fait Xterra et Alpha Ironman. C'est un petit peu deux disciplines différentes, non ? Ouais, complètement. Alors alors déjà oui, c'est vrai que ça à 30 ans. Faut aussi voir que moi j'ai commencé très jeune. J'étais assez précoce et assez prodige apparemment. Donc finalement, à l'âge de 17 ans jusqu'à 30 ans, ça fait quand même 14 ans d'international. Peu d'athlètes peuvent dire qu'ils ont eu 14 ans de carrière internationale. Quand je dis international, c'est vraiment le plus haut niveau mondial. C'est-à-dire c'est le top 10 mondial. Après, en amont du site de la première signature du contrat professionnel, il y avait déjà ce cursus un petit peu déjà des sports-études, du sport qui était déjà très très présent. Après, c'est vrai que 30 ans, le corps était quand même un peu fatigué. On est sur un sport, alors certes, qui est pas impact, mais qui est un sport d'endurance.
c'est pas le sport le plus fun, le triathlon. On est sur trois disciplines aérobie à la base, sur des formats aussi un peu différents. Donc il faut aussi travailler les notions de vitesse. Et après, c'est vrai que rares sont les athlètes qui arrivent à faire des reconversions au sein de cette même discipline. Moi, c'est quelque chose dont je suis assez fière dans ma carrière, c'est d'avoir pu faire ces reconversions-là. Parce que même si ça reste toujours du triathlon, c'est des approches mentales différentes, c'est une approche physiologique, tactique et technique qui sont très différentes. Et c'est vrai que beaucoup d'athlètes se cassent les dents quand ils changent un petit peu de circuit. Pour moi, voilà, ça a plutôt bien marché pour moi et ça a aussi donné un second souffle dans ma carrière. Parce que je pense que de toute façon, même dans la vie en général, notre vie est faite de cycles et c'est hyper important de savoir se réinventer. Sinon, on est dans la souffrance. Et je pense que la progression et l'évolution, elle part vraiment dans le fait de évoluer, progresser, se réinventer un petit peu chaque jour ou tout du moins faire régulièrement le bilan pour voir est-ce que je suis toujours raccord avec ce que j'aime faire et est-ce qu'il y a peut-être pas moyen de faire évoluer. Je dis pas qu'il faut être changeant en permanent et dès que c'est un peu difficile arrêter, mais peut-être se réinventer et s'inscrire dans un projet et vraiment aller au bout du projet. Ouais. Et du coup Marion, j'ai plein de questions. La première, c'est tu disais tu as commencé très tôt. T'avais quel âge quand tu as commencé le triathlon ou le sport? Alors j'ai pas commencé le triathlon de suite. J'ai été dès le plus jeune âge, j'étais dans les bassins. Je faisais de la natation. Alors j'avoue que quand j'étais petite, j'étais plutôt rêveuse glandeuse, hein, très sincèrement. Je faisais de la natation, mais j'étais plus en mode étoile de mer. En plus, comme j'étais la plus petite du groupe, finalement on me laissait un peu faire l'étoile de mer et puis c'était plutôt dans cette version-là. Donc j'étais dans les bassins chlorés. Je fais de la natation. J'avais 5-6 ans déjà. Mais voilà, c'était plus en mode ludique. Et il s'avérait que, en fait, le sport a été vraiment très salvateur pour moi. Plus jeune, j'étais très introvertie, j'étais dyslexique, j'étais pas forcément très bien dans ma peau. Et le sport a finalement été très salvateur parce qu'il m'a permis de passer outre ça, d'oser peut-être plus m'exprimer, mais même c'était par le mouvement. Et après, j'ai fait comme beaucoup de jeunes l'UNSS, les crosses en UNSS. Et il s'est avéré que, simplement par les qualités physiques, je suis podium au championnat de France UNSS de cross, juste avec un passé de natation. Il s'avère qu'en natation, je me débrouille pas trop mal. Et là, à ce moment-là, dans le club dans lequel j'évolue, il y a certains plus grands qui font un peu de triathlon. Et on me dit pourquoi pas. Et là, à ce moment-là, j'ai été aussi détectée par la fédération parce que quand une athlète nage bien et court bien, on se dit c'est quand même un bon potentiel pour du triathlon. Ok. Alors, petite précision, même si on en parle souvent et que la majorité de nos auditeurs sont français, l'UNSS, c'est le sport scolaire. Hein. Oui. C'est l'Union nationale du sport scolaire. Voilà. Ça parlera peut-être un peu moins à nos auditeurs belges, suisses ou canadiens, mais c'était pour préciser. Et donc, tu as commencé la natation, la course à pied, et puis tu disais que t'es passé dans le top 10 mondial pro dans quelle discipline? Dans toutes les disciplines? Non. Dans discipline, je parle du DO, du etc., du semi-Ironman. Non, c'est-à-dire qu'on peut pas être partout. Dès lors qu'on va être dans le gratin mondial, comme dit, on peut pas faire du tennis de table, du saut à la perche et de l'escrime, façon de parler. Donc c'est vrai que le triathlon, quand on va dans le top 10 mondial, on peut pas être sur plusieurs distances, plusieurs disciplines. Il y a trop d'exigences et le niveau est trop élevé. Donc c'est vrai que dans un premier temps, donc tout simplement dans les jeunes catégories, donc quand j'étais minime, cadette, là j'étais en triathlon, j'étais championne de France plusieurs années consécutives. Et puis, à l'âge de 17 ans, j'ai intégré les équipes de France olympiques, ce qui était assez précoce puisque normalement, le niveau de maturité est plutôt entre 24, 25 ans. Moi, je suis arrivée, j'étais très très jeune. Et je suis arrivée aussi dans une forme d'insouciance, donc ce qui m'a beaucoup réussi parce que j'ai levé des barrières et quand on m'a balancé à tout juste 18 ans sur des coupes du monde, j'ai eu aucun complexe. J'y suis allée et ça a plutôt bien marché. Donc très rapidement, je jonglais sur deux circuits. Déjà dans un premier temps, le circuit junior et le circuit senior, mais sur le format distance olympique. Donc qui est en fait 1500 mètres de natation, 40 km à vélo et 10 km à pied, sous un format avec des courses avec drafting, c'est-à-dire que le vélo s'effectue en peloton. Donc là, il y a toutes les catégories juniors. Et puis, dès lors que quand j'étais junior deuxième année, donc ma dernière année junior, je suis vice-championne d'Europe, je suis championne du monde, et parallèlement, je suis également sur le circuit Coupe du Monde. Donc là, en fait, se lancent un petit peu tous les programmes olympiques pour les JO de 2004, puis les JO de 2008. Et c'est en fait,
J'étais très jeune pour mes premiers Jeux Olympiques. J'étais suppléante aux Jeux, mais voilà, t'es dans l'aventure olympique malgré tout. Et à l'issue des Jeux de 2004, il y a un gros craquage. J'ai connu ce qu'on appelle vraiment le burn-out du sportif. D'ailleurs, on le voit sur mon palmarès, la saison 2005, il se passe rien. Donc c'est une saison totalement off. À l'issue de 2005, je me dis ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'arrête totalement le triathlon ? Est-ce que je continue ? Est-ce que je continue différemment ? Et je sais pas, s'il y a un côté chez moi un petit peu maso, je me suis dit non, mais en fait, tu sais quoi ? Tu vas repartir dans la campagne olympique et tu seras aux Jeux Olympiques de 2008. Là, t'es plus bactère, mais en fait non, tu vas y être. Et là, en fait, je repars dans un cycle pour les Jeux de 2008. Ça se prépare vraiment sur 3 ans. Et là, je change totalement de structure. Je passe de la structure fédérale du Pôle France à créer ma propre structure. C'est-à-dire que géographiquement, donc je rejoins Clermont-Ferrand, qui est ma ville d'origine. Je recrée finalement toute une structure d'entraînement au niveau du club de natation, au niveau des sparring partners, au niveau des différents acteurs qui agissent autour moi de ma performance, que ce soit les différents techniciens dans chaque discipline, la personne qui va coordonner l'entraînement global d'un point de vue kiné, d'un point de vue nutritionnel, tout en fait je recrée cette structure de A à Z. C'était un peu audacieux parce que ça se faisait pas à l'époque. J'étais une des premières athlètes à dire ok, moi je vais créer la structure qui va me permettre moi d'être performante. Aujourd'hui, beaucoup d'athlètes le font en triathlon et dans plein de disciplines, mais à l'époque, ça se faisait très très peu en triathlon pour le coup. Et ça m'a permis vraiment d'aborder mes deuxièmes Jeux Olympiques avec une mentalité totalement différente et une notion beaucoup plus de meilleure connaissance de moi. Quand j'étais pour les premiers Jeux Olympiques de 2004, je me suis rendu compte que j'étais un bon petit soldat. C'est-à-dire que je répondais parfaitement à ce qu'on attendait de moi, de ce que la fédération attendait de moi, de ce que les clubs attendaient de moi, de ce que les sponsors attendaient de moi. Et on voit ça dans beaucoup de cas d'athlètes. C'est pour ça que je me permets d'en parler parce que je pense que ça peut aider aussi beaucoup d'athlètes ou de parents qui écoutent ce podcast et qui ont peut-être des enfants qui sont dans le sport de haut niveau. J'ai répondu à tout ce qu'on attendait de moi et en fait, tel un bon soldat, en fait, à un moment donné, je me dis mais qui je suis et qu'est-ce que j'ai vraiment et qu'est-ce que j'aime vraiment faire et comment j'aime vraiment le faire. J'aimais le sport, j'aimais le triathlon, mais peut-être ce comment, il était peut-être pas assez bon. Et derrière, c'est pour ça qu'il y a eu ce gros craquage. Et pour les Jeux de 2008, je me suis dit mais en fait, tu vas redesigner les choses à ta façon pour toi t'accomplir et t'épanouir réellement. Ne plus mettre en fait ta vie au service du sport, mais le sport au service de ta vie. Et c'est vrai que ces deuxièmes Jeux Olympiques, la sélection se joue à pas grand chose, mais j'en garde un très bon souvenir et c'est ce qui m'a permis aussi à l'issue de 2008 de me dire ok super, je pense que j'ai plus rien à me prouver sur le circuit Coupe du Monde, sur le circuit traditionnel et j'ai peut-être envie de goûter à quelque chose d'encore plus libre ou indépendant, à savoir le Xterra et le Alpha Ironman. C'est comme ça que derrière en fait la suite logique en fait est tout simplement venue au cours de ma carrière. Donc à ce moment-là, tu te dis parce que tu te dis aussi j'augmente les distances, ça te faisait pas peur, t'étais peut-être quelqu'un de plus explosif du fait que t'aies fait du cross et du fait que t'aies fait beaucoup des distances courtes en distance olympique et que tu performais déjà en étant jeune, donc j'imagine que t'étais quand même assez explosif. Le fait de partir sur du long, toi, c'est pas quelque chose qui te faisait peur? Alors, paradoxalement, j'ai plus une endurance de force et que finalement une grande explosivité, même si en fait, quand on est à haut niveau, on est obligé d'être complet. Mais le fait d'augmenter les distances, en fait, n'était pas forcément plus difficile dans l'entraînement. C'était juste une construction différente de l'entraînement et je pense qu'il d'ailleurs physiologiquement me correspondait peut-être un petit peu mieux. Donc en fait la charge d'entraînement, le volume horaire d'entraînement était le même par semaine en moyenne. Moi je m'entraîne entre 23 et 27 heures d'entraînement par semaine. On est en triathlon, bien sûr, donc il y a quand même 2 disciplines qui sont des sports portés, mais il faut quand même assurer un certain volume pour pouvoir enchaîner les compétitions au cours de la saison. Mais en fait, le volume horaire n'a peu changé. C'est juste la construction de l'entraînement qui était un petit peu différente. Et justement, je pense que c'est ce qui a aussi dynamisé dans le Xterra et dans le Alpha Ironman. Ça a été aussi d'avoir ce punch qu'on a quand on fait des coupes du monde, c'est-à-dire ce punch de se dire moi je vois les Alpha Ironman que j'ai fait, c'était je dynamisais énormément la course et je pense que ça a aussi aidé tout du moins en France, ça a aidé à ce que la discipline passe aussi encore à un niveau supérieur, parce qu'avant c'était il y a ceux qui font du court distance, il y a ceux qui font du longue distance, le longue distance c'est les diesel et les courtes distances c'est les punchy. Et quand on a commencé à mettre des punchy dans le longue distance, ça a vraiment bouleversé les codes. Et aujourd'hui, on voit des athlètes qui réussissent des bonnes reconversions du court au long. Il y a des petites adaptabilités bien sûr à faire, mais au contraire, moi je pense que c'est ce qui a valu ma force par rapport à ça. Et après, je suis jamais montée sur le format Ironman
parce que je trouvais ça très ennuyeux, trop long. C'est vraiment trop long, et ça n'a rien à voir avec la fainéantise, hein, parce que je suis une besogneuse, je suis une travailleuse, ça y a aucun souci, mais le format des courses que je trouvais vraiment très très long, et sans suspense. Voilà, tu connais tes allures, tes allures, et c'est de la patience. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé sur le Xterra ou le Alpha Ironman, c'est que t'es moins soumis aux circonstances de course. T'es beaucoup plus acteur de ta course, et t'es sur un espèce de contre-la-montre entre 3 et 5 heures d'effort, c'est-à-dire qu'il faut quand même envoyer, il faut mettre du punch, mais il faut aussi savoir gérer. Voilà, c'est pas juste hop là, une petite illusion, 1 heure, on fait une illusion, et puis hop, j'ai les bonnes circonstances de course, ça marche pour moi. Voilà, c'est ce que j'ai peut-être le plus aimé dans cette deuxième partie de carrière. Et le fait de te dire je fais et du cross et de la route, c'était quoi la stratégie derrière? Ou par quoi t'as commencé aussi? Je parle vraiment du parcours Ironman, etc. Parce que tu venais justement de la distance olympique, donc il y a un moment tu t'es dit en fait je vais changer, je vais me mettre à faire du long et du cross en même temps, ou bien il y a eu l'un puis l'autre, et qu'est-ce qui t'a fait changer? De passer du circuit olympique au circuit Xterra Alpha Ironman, là c'était vraiment plus dans l'optique d'être de plus forcément dépendre du giron fédéral, d'être moins soumis à des contraintes. Alors c'est sûr que c'est plus de responsabilité aussi, parce que on a moins de couverture fédérale ou autre, mais voilà, c'est pas grave, parce que j'étais arrivé à une certaine maturité qui faisait que je pense que c'était très bien que je sois dans un temps donné dans le parcours, dans le giron fédéral, et puis aussi de voir aussi autre chose. Je pense que voilà, il faut savoir faire son temps dans un endroit et puis son temps dans un autre. Et puis changer aussi en fonction de son évolution. Et après, quand il y avait le format Alpha Ironman et etc., finalement c'est plus ou moins les mêmes filières énergétiques, il y a juste un tout petit peu d'adaptabilité par rapport au VTT. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai été faire des Coupes de France VTT pour vraiment me confronter à qu'est-ce qu'était vraiment le niveau VTT. Donc j'étais à l'époque avec un sponsor qui était Scott, donc ils avaient un Team France, donc j'ai pu bénéficier aussi de tout ça. Et après, c'est juste une adaptabilité. Moi, je me crée vraiment pas de limite par rapport à ouais, c'est ça ou ça. Je pense il faut être agile, il faut cette capacité à être agile, et savoir être stratégique et malin dans sa construction d'entraînement, mais ça changeait très peu. Par contre, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que le VTT m'a permis de développer une puissance et une explosivité qui était intéressante, même sur le vélo sur route. M'a permis aussi de développer une technique, ce qui fait qu'en descente, techniquement c'est beaucoup mieux. Ensuite, l'endurance et la capacité en Alpha Ironman de rouler 90 bornes, avoir un semi-marathon m'a donné quand même une capacité à avoir une caisse. Donc finalement, l'un et l'autre étaient complémentaires. Je pense que quand les choses sont bien amenées, bien menées, ça a été très complémentaire, et je pense que les choses sont bien amenées quand elles font sens, et quand tout est cohérent et qu'il y a un alignement avec ce qui nous anime vraiment et ce qu'on fait chaque jour, quand il y a une cohérence vraiment. Mais donc, est-ce que c'était vraiment une vision stratégique, ou juste tu t'es dit voilà, j'ai besoin de changement, je vais aller tester d'autres choses, et puis au final t'as aimé les deux et donc t'as continué dans les deux? Alors, y a un peu des deux. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai quitté les équipes de France olympiques... Clairement, t'es pas normande, normalement. C'est pas ni oui ni non, quoi. C'est soit oui, soit non. Alors, donc, du coup, je vais être très transparente, mais quand j'ai quitté les équipes de France olympiques, moi, quand je me lance dans un projet, c'est l'engagement total. Je mets jamais un orteil juste pour voir éventuellement ce que ça pourrait donner. Quand j'ai quitté les équipes de France olympiques, je me suis dit waouh, le Xterra, l'Alpha Ironman, ça a l'air génial. Ok, je me donne 3 ans pour être dans les 5 meilleurs mondiaux, parce que sinon c'est pas drôle. Donc voilà, ça c'est un peu ma marque de fabrique, de me dire tentons l'excellence. Après, c'est comme visons la lune, au pire ce sera les étoiles, mais voilà, d'avoir le courage de voir grand. Moi j'ai toujours vu grand, et ça m'a jamais frustré si j'ai pas atteint les choses, mais je me suis dit voilà, mets-toi vraiment dans cette optique là. Et après ça a été donc déjà cet engagement pleinement de se dire si j'y vais vraiment. Ça a été cette première chose. Et après, donc de partir dans mes délires, j'ai oublié la question de base. Donc du coup c'était de voir grand. Non, est-ce que c'était une vision stratégique de partir sur les deux en même temps, ouais, alors oui. Tu t'es dit j'ai 3 ans pour être dans le top 5 mondial sur Xterra et sur Ironman, sur semi-Ironman. En fait, au départ, j'ai testé les deux. Je me suis dit, on verra. Je teste le Alpha Ironman, je teste le Xterra. Et je prendrai celui qui me plaît. Alors, quelque part, paradoxalement, j'étais meilleur en Alpha Ironman qu'en Xterra. Et logique avec le parcours Coupe du Monde, triathlon plus traditionnel. Mais en fait, je me suis dit, ouais, mais c'est moins fun. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, le Xterra,
je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et pourtant la première manche européenne que je fais, j'ai quand même pris cher en VTT, en vélo, j'ai quand même pris cher, je fais un bon classement mais je suis quand même loin de la gagne et je me suis dit ouais mais c'est là je préfère faire ça. Donc paradoxalement, j'ai été là où c'était le plus difficile mais ce qui m'animait le plus. Et ce qui aussi me sortait de cette pression, il y avait moins d'attente en fait de l'externe, etc. Paradoxalement, les gens se sont dit oui bon, tu sais normalement, tous les gens qui arrivent du parcours olympique, ils se plantent. Donc, bon, voilà, ça va être compliqué. Moi, je me dis, non, mais je pense que ça va aller. Et le Alpha Ironman, c'est souvent pareil. C'est des reconversions, parfois de triathlètes qui se font sur le long. Je me suis dit, ouais, mais ça, c'est vu et revu. Et donc, je me suis dit, ok, je vais essayer de mener un peu les deux. Et très rapidement, je me suis dit, ouais, mais si je veux être dans les meilleurs mondiales en Xterra, il faut que je fasse du Xterra. Je peux pas me disperser. J'ai fait quelques Alpha Ironman, mais plus en guise de préparation. Et ensuite, je me suis centrée 100% sur le Xterra. Et je me suis dit, voilà, là, je vais être dans le gratin mondial. Donc là, je suis partie sur le circuit européen, je suis partie sur le circuit aux États-Unis, parce que, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Faut y aller. Et finalement, mes premières manches européennes, je me suis dit, ok, t'as pris un peu cher, mais j'ai compris. J'ai compris comment il fallait s'entraîner, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Je suis quelqu'un de très curieuse. Quand quelque chose m'anime, je vais le décortiquer dans tous les sens pour comprendre comment ça marche. Et voilà, j'ai un petit peu, comme je dis, cette double facette entre la fois le côté émotionnel, romantique et le côté très cartésien. Et donc je me suis dit, ouais, ça me porte. Maintenant, je vais comprendre comment ça marche et je vais y arriver. Et donc j'ai décortiqué et mes premiers championnats du monde, finalement... je fais 6e, ce qui était un petit peu inattendu parce que personne me connaissait. Donc c'était la petite européenne qui arrivait sur le circuit américain et qui au championnat du monde, rentre dans le top 10. Et l'année d'après, je fais 3e, l'année d'après, je fais 2e. Et là, en fait, ça y est, je m'ancre un petit peu dans cette hiérarchie mondiale. Je suis double championne d'Europe. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai vraiment décortiqué, j'ai fait ce qu'il fallait pour vraiment aller au bout des choses et voir ce que ça pouvait réellement donner. Et à cette époque-là, comment est-ce que tu rentres justement dans le circuit c'est-à-dire tu sors des équipes de France olympiques. D'ailleurs, tu sors ou on t'a sorti? Comment ça s'est passé à cette époque-là? C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Moi, je me retrouvais finalement dans une position fédérale qui était un peu compliquée dans le sens où j'étais pas suffisamment exceptionnelle pour être l'incontournable, mais j'étais pas suffisamment nulle pour plus être dans les équipes de France. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Et je commençais à trouver un peu étouffant le système fédéral. Après, ça dépend toujours du DTN qui est en place. Ça change tous les 4 ans. Moi, il s'est avéré qu'à ce moment-là, je me suis dit, attends, j'ai moyen aussi de vivre autre chose. J'ai plus envie de me sentir... Je me sentais presque fonctionnaire de mon sport, c'est-à-dire que je faisais le job, mais je vibrais plus. Et je me suis dit, attends, le triathlon, le sport de haut niveau, c'est trop dur pour pas vibrer. Et tu vas t'éteindre. Et là, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir prendre une décision. Et la décision, elle n'a pas été facile à prendre parce que j'avais une forme de confort. On est pris dans le cursus fédéral, j'avais un contrat avec l'armée de terre, donc finalement, j'avais un fixe qui était assuré, une possibilité de carrière aussi dans l'armée de terre, parce que c'est des conventions qui existent entre les armes et certaines institutions. Il y en a plein, les douaniers, les militaires, l'armée, la police, dans plein de disciplines. Et des conventions avec les fédérations. Donc j'étais dans un confort, mais je me suis dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et moi, j'aime pas le oui, mais. Ma vie est bien, mais. J'aime pas trop la notion de mais. Des fois, je rigole, c'est comme la couleur beige. C'est une belle couleur, il y a aucun souci, ça va avec plein de choses. Mais le beige, c'est pas vraiment du blanc, c'est pas vraiment du noir, c'est pas de la couleur, c'est beige. Et tout le monde aime le beige, mais personne n'aime vraiment le beige, en fait. Et moi, dans la vie, c'est exactement ça. Le oui, mais, j'aime bien. Le c'est pas si mal. Faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. Non, il y a un moment donné, non. Donc, moi, je me suis juste dit, ok, rappelle-toi que, à la base, le sport de haut niveau, c'est un jeu. C'est un jeu J-E et un jeu J-E-U. T'es là pour t'accomplir, t'es là pour jouer. Et il faut être prêt à perdre. Quand tu veux du succès, t'es prêt à perdre. Et je me suis dit, ok, il faut éviter de faire l'année de trop, il faut éviter d'être blasé, et donc je pense qu'il vaut mieux quitter les équipes de France. Et puis la décision, elle est logique, ça se fait souvent à l'issue d'une Olympiade. Voilà, comme ça on se dit, on a fini un cycle, on repart pour un cycle. Mais je pense que c'est pareil dans la vie de tous les jours. Je pense que des fois, il faut réellement se poser, est-ce que j'aime ma vie? Je dis pas qu'il faut tout changer du jour au lendemain, il faut chercher à l'améliorer, mais jamais tomber dans ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal, après tout, voilà. Et donc là, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu vraiment ce changement qui a été fait. Donc finalement, il y a eu un alignement de planète. Et la question, c'était pas de savoir est-ce que c'est moi, est-ce que c'est plus eux, est-ce que si, est-ce que c'est ça. C'est juste le bon moment. C'est juste tout simplement le bon moment. J'ai fait ce qu'il y avait à faire dans cet univers-là. Je me suis pas créé trop de limites. J'ai bossé sur moi. J'ai fait ce qu'il fallait. Peut-être, voilà, maintenant, c'est peut-être plus voler de mes propres ailes.
Ok, donc là, tu quittes les équipes de France fédérales et puis tu décides de te lancer dans l'Xterra et dans le Half Ironman. Alors le Half Ironman, on connaît assez bien. Tu t'inscris et puis voilà, si éventuellement tu fais un classement en groupe d'âge ou si tu as les moyens, tu prends une licence pro et puis tu combats avec les pros. Dans le Xterra, ça marchait comment? Comment est-ce que tu as fait en fait pour la première année arriver à tes premiers championnats du monde et faire un top 6 alors que tu étais effectivement inconnu? Est-ce que tu avais une licence pro? Est-ce que tu t'es juste inscrite comme tout le monde et puis t'as pris ton avion, ton vélo et tes bagages et puis t'as été voir ce que ça donnait? Comment est-ce que ça fonctionnait à l'époque? Alors, c'est vrai que quand j'ai fait le choix de quitter les équipes de France olympique et de partir sur l'Xterra, tu repars de zéro. Parce que finalement, j'ai changé de club parce que le club, en fait, lui, était plutôt dans une politique très fédérale ou très cursus classique, les grands prix, les choses comme ça. Donc, ils se sont dit, non, nous, on suit pas sur le projet. Certains sponsors, on se sont dit, ok, nous, on sait quitter, on adore travailler avec toi, donc on te suit en termes de sponsoring sur ce projet-là. D'autres ont dit, non, nous, on est plutôt, et c'est pas de souci parce que c'est des positionnements, hein, donc faut vraiment vouloir à personne, c'est juste être clair dans les positionnements. Je perds mon contrat avec l'armée, j'ai plus les primes fédérales, rien, donc ça veut dire que tu repars quasiment de zéro. Et là, j'ai trouvé ça bien parce que des fois, ça peut être, on n'ose pas faire les choses parce qu'on repart de zéro. Mais après, des fois, je pense que la page blanche aussi, c'est l'ouverture sur plein de choses. Plutôt que d'être prisonnier, comme je dis parfois, vivre dans une prison dorée, même si elle est dorée, ça reste une prison. Et là, à ce moment-là, ok, je me dis, je vais faire comme tout le monde, en fait. À la base, je m'inscris en pro. Donc, je paye mes premières inscriptions, je prends l'avion, je prends ma housse vélo. J'avais l'habitude, c'était la vie d'athlète de haut niveau, hein. Sauf que, c'était à moi de réserver mes avions, mes hôtels, mais ça me dérangeait pas. Et je dis, je vais aller faire les manches européennes pour me qualifier au championnat du monde. Donc, je vais faire mes manches européennes pour décrocher ce qu'on appelle le fameux slot. Donc, moi, je l'avais dit en pro, je voulais pas être en catégorie d'âge, je voulais être en pro. Et donc, je fais 2 manches sur le circuit européen et je décroche mon slot. Donc, me voilà partie aux États-Unis. Donc, pareil, l'avion, la housse vélo. Et on me connaissait pas. Et puis, là, à un moment donné, c'est go, quoi. Enfin, ce que j'aime dans le sport, c'est que tu peux pas te mentir longtemps. À un moment donné, t'as le niveau, t'as pas le niveau. C'est comme quand j'ai démarré dans le sport de haut niveau où j'étais jeune. Y a pas d'âge, en fait. Souvent on dit, ouais, tu sais, quand t'es jeune, faut avoir de l'expérience. Non, en fait, y a pas d'âge. Si t'as le niveau, peu importe ton âge, t'es sur la liste de départ et tu fais la place que tu dois faire. Et si t'as pas le niveau, peu importe ton âge, t'es sur le banc et tu continues à t'entraîner pour essayer d'avoir le niveau. Et là, c'est vrai que quand je suis partie aux États-Unis, je me suis dit, de toute façon, la meilleure façon de savoir si tu as le niveau, ou de savoir, ou d'avoir au moins un point de référence à un instant T, va au milieu des meilleurs. Et soit tu es déjà dans le coup, et tant mieux, soit si t'es pas dans le coup, ça donnera un premier point de référence, et tu verras ce que tu as à grappiller, et comment ça va se passer. Comme je disais, ma première manche européenne, franchement, j'ai pris cher, hein. J'ai pris un quart d'heure par la gagne. Alors non, j'ai pris 14 minutes à vélo, et au final, je prends 7 minutes par la gagne. Là, tu te dis, waouh. Mais c'est la réalité à l'instant T. Et le sportif de haut niveau, je pense que, mais même tout individu, c'est avoir parfois l'audace et l'humilité. Il faut y aller, il faut pas avoir de complexe, et l'humilité de te dire, ok, là, à l'instant T, mon niveau, c'est celui-là. Ok, est-ce que ça, et si ça t'anime, tu vas avoir envie de trouver ce qu'il faut pour progresser, ou tu vas pas te chercher des excuses, t'y vas, quoi. Et puis après, je suis assez lucide, je m'étais dit, si dans 2-3 ans, t'y es pas, c'est que c'est pas ton truc, c'est pas ton niveau, mais t'auras au moins fait ce qu'il faut pour. Et là, c'est vrai que, forcément, moi, ça a souri pour moi, mais si ça avait pas souri pour moi, sincèrement, c'était pas grave. C'est pas grave. Et quand derrière, pareil, j'ai créé mon entreprise, ça a été pareil. Je me suis donné 3 ans pour pouvoir avoir une entreprise, prospère, bien gagner ma vie, arriver à un certain niveau, tant de reconnaissance que même, de confort. Et puis, si à un moment donné, t'y arrives pas, C'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais je pense que tout le monde doit aller essayer de créer sa place. De toute façon, le plus dur, c'est de faire le premier pas, hein. C'est ce qu'on dit toujours, hein. C'est pas qu'en amour, hein. Le plus dur, c'est partout. Ouais, après, normalement, l'inertie se crée et tu y vas. Et, j'avais une question du coup qui m'échappe, mais c'est pas grave, on va essayer de rebondir. Donc tu fais tes 2 championnats d'Europe, tes 2 manches en Europe, tu décroches ton slot, tu pars aux États-Unis, et la belle histoire, elle dure combien de temps? Alors la belle histoire, en fait, alors moi je m'étais dit, ok, c'est génial. Quand je démarre le Xterra, j'avais tout juste 26-27 ans. Je me dis, c'est génial. Allez, moi je me donne jusqu'à l'âge de 35 ans. Je pense qu'à 35 ans, j'arrêterai ma carrière. Pourquoi ? Parce que j'avais pas envie de
je me suis dit peut-être qu'aussi en tant que femme, à un moment donné, tu auras peut-être envie d'autre chose. 35 ans sera le bon âge aussi pour peut-être une reconversion. Ce sera peut-être aussi un moment top pour si tu veux faire des enfants, ou peut-être à un moment donné aussi le corps sera fatigué. Et je me dis, si après 35 ans, tu es encore en train de courir après des choses, ça veut dire que tu ne seras pas accompli en amont. Donc je m'étais donné 35 ans. La belle histoire, elle s'arrête le 31 août 2013, à l'âge de 30 ans. C'était pas prévu, mais ça fait partie des aléas de la vie. En fait, depuis quelques mois, j'ai des symptômes qui sont un peu dérangeants, même plus que très dérangeants. Et je me sens pas au mieux. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Je fais des malaises. J'ai des vertiges. Il y a vraiment plein de choses un petit peu bizarres, des maux de tête pas possibles. Vraiment des trucs un peu bizarres. Alors on se dit ok, bon, peut-être je levais un peu le pied en entraînement, mais à force, le sport de haut niveau te permet de connaître ton corps. Et là, je me dis waouh, je pense qu'il y a un truc qui est un peu bizarre. Et je commence à passer des examens médicaux et on commence à trouver des trucs pas terribles, mais on n'arrive pas à voir d'où ça vient. On comprend pas d'où ça vient. Au niveau des neurotransmetteurs, ça déconne de partout. Il y a plein de trucs un petit peu, il y a plein de dysfonctionnements. Et là, en fait, d'examen en examen, un principe du médical en entonnoir. Et donc là, me voilà passer un IRM cérébral. Alors c'est un peu hard parce que il est, je me rappelle, on est 31 août, il est 9h47. Je passe dans le tunnel de l'IRM. 10h12, ma carrière, elle est terminée. Elle est terminée. En fait, on me diagnostique une tumeur au cerveau. Alors, c'est vrai qu'on dit que les sportifs ont rien dans la tête. Bon, là, il y avait un peu de monde quand même. Donc, c'est vrai que ça fait partie des aléas. C'est un peu brutal parce que c'est injuste. Alors, l'injustice, je l'ai rapidement digérée parce que je sais que le monde est injuste parfois. J'étais dans le sport de haut niveau, je sais qu'il y a des athlètes qui étaient dopés, donc c'est injuste. Donc l'injustice, ça va. Par contre, ce qui a été le plus troublant pour moi, c'est de se dire, mais on m'a toujours dit, tu sais, dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Et je me dis, mais mince, qu'est-ce que j'ai mal fait pour récolter ça? Et alors, je passe beaucoup d'examens. Très rapidement, j'ai une moins craigneuse d'un truc pas terrible. C'est-à-dire que au bout de 5-6 jours, on savait que je pourrais m'en sortir. Et ça, c'est un luxe parce que ça se passe pas toujours comme ça. Donc moi, je remercie quand même la vie parce qu'elle m'a pas donné le coup fatal cette fois-ci et j'espère que je vais pas m'en rapprocher d'ici quelques années. Voilà, qu'il me reste encore un peu du temps. Mais c'est vrai que ça se passe pas toujours comme ça. Donc moi, très rapidement, on s'est dit, ok, c'est traitable, tu peux t'en sortir. Donc c'est déjà bien. Même si face à ce type de maladie, tu restes avec une épée Damoclès au-dessus de la tête et là le dilemme il est assez binaire, hein. C'est tu vis ou tu meurs. Et en plus si tu vis, tu auras quelques séquelles. Mais bon, il faut relativiser les séquelles, elles sont pas énormes par rapport à ce que j'ai pu avoir. J'ai quand même pas une fois de plus eu de la chance. Et là à ce moment-là, ça te remet tout en question parce que tu te dis mais c'est pas moi qui décide d'arrêter, ça s'arrête comme ça du jour au lendemain. Alors c'est vrai qu'il y a eu tous les traitements. Pendant la phase de traitement, ça a pas été le plus compliqué. Pendant la phase de traitement, moi j'avais l'impression que c'était, c'était une forme de challenge. Il y avait des étapes pour les différents traitements. C'est comme si pour moi il y avait des compètes avec un dossard. Et entre chaque traitement, il fallait tout faire pour récupérer du mieux possible. Bien dormir, bien s'alimenter. Même s'il y avait de la fatigue énorme, c'était d'essayer d'aller marcher. Alors c'est vrai que tu passes de athlète de haut niveau à t'entraîner à victoire du jour, j'ai marché 30 minutes quoi. Voilà, donc c'est vrai que mais ça te ramène tellement sur terre et alors moi l'avantage que j'avais c'est que j'ai toujours beaucoup les pieds sur terre et j'avais pas bâti aussi ma vie en étant que Marie-Laure Blanchet, triathlète de haut niveau. J'avais bâti ma vie en me disant t'es une personne à part entière. Et c'est l'humilité avant tout. Donc donc c'était de se dire ok, ça fait, va falloir repartir. Et donc il y a eu ça. Et le plus compliqué pour moi, ça a été quand finalement les fins des traitements, donc ça a duré à peu près 8 mois. Et on m'a dit ok, médecin tout content, tu vois limite champagne, hein. C'est cool, waouh, t'es guéri, on va pas opérer la tumeur parce qu'il y a des risques opératoires très élevés. Par contre, tu vas juste être suivi, mais concrètement, on a déventousé la tumeur, elle est brûlée, elle est lissée, on va juste la garder sous contrôle. C'est cool, tout va bien, t'as gagné le combat. Alors déjà, moi, j'avais jamais pris comme un combat parce que je sais pas me battre, donc je l'avais juste pris comme un événement de la vie sur lequel il va falloir composer avec. À ce moment-là, moi, ça a été terrible parce que pour mon entourage, c'était le ah ouf, ah tu nous as fait peur, cool, c'est cool maintenant, waouh. Alors que moi, c'est là qu'a commencé vraiment la descente aux enfers. Tu passes d'athlète de haut niveau
à et maintenant. Et maintenant. Et là, tu te dis, mais ouais. C'est un peu le blues du sportif, du marathonien ou du sportif qui soit de haut niveau ou pas. La personne qui prépare un gros objectif, qui atteint son objectif, et puis le lendemain. Et maintenant. Et maintenant, je fais quoi? Et maintenant, quoi. Mais c'est des simples. Après, quand j'avais été championne du monde, au début, c'est ouais, youpi. Et maintenant. Ensuite, quand il y a des tas de choses comme ça, et là, à ce moment-là, c'est le waouh. Et maintenant, comment je vais vibrer? Sachant qu'en plus, c'est pas moi qui ai décidé. Et c'est rigolo parce que quand j'avais 17 ans, j'ai signé mon premier contrat professionnel, en fait, parce qu'avant, tu as des petites bourses, mais tu signes pas en tant que professionnel. Quand j'ai signé à 17 ans, je me suis dit, mais c'est trop bizarre, en fait. Ok, maintenant, on va te payer pour faire ce que t'aimes. Alors, c'est un luxe parce que tu te dis, waouh, mais de ta passion, ça devient ton métier. Bon, ça, j'avais bien géré le truc. Mais une question qui m'a obsédée dans ma carrière, c'est, mais ça se passe comment la fin? Comment ça se passe? Ça s'arrête comment? C'est un jour, on te dit, vas-y, arrête, t'es nul? Est-ce que c'est un jour, un matin, tu te lèves, tu dis, je peux plus? Est-ce que c'est à la fin d'une saison, tu dis, c'est ma dernière? Est-ce que c'est au début d'une saison? Je me suis dit, mais ça se passe comment une fin de carrière? Et ça se passera comment pour moi? Parce que une carrière, elle a une fin. C'est comme un yaourt, il y a une date de péremption. À un moment donné, quand l'opercule, il est gonflé, bah, le yaourt, il est plus bon, quoi. Et, sauf que l'athlète, il n'y a pas la date de péremption écrite sur son opercule du front, quoi. Tu sais pas. Quand tu signes pro, t'as aucune idée de savoir si ça va durer 3 ans, 1 an, si ta carrière, ça va être en flèche, si ça va être sinusoïdal, si ça va... Tu ne sais rien. Et t'apprends à vivre dans cette incertitude, tout en ayant la conviction profonde que ça va le faire. Et ça, c'est ce que ça m'a tiré comme enseignement du monde du sport. Et pourtant, on n'est pas allumé du bocal, hein, mais c'est de se dire, je suis dans une incertitude, mais au fond de moi, il y a la certitude que. Et ça m'a donné une force. Mais derrière, c'est vrai que quand tu te dis, ok, maintenant c'est arrêté, je vais faire quoi? Je vais vibrer comment? Moi, je suis shootée à l'adrénaline. Il va se passer quoi? Je vais vibrer pour quoi? Et donc là, tu te dis, waouh, je comprends pourquoi il y a des tas d'athlètes qui, à un moment donné, ont des descentes aux enfers, tombent dans des addictions, tombent dans de la dépression, tombent dans des conduites complètement extrêmes. Je le comprends à 100%. Moi, j'avais la chance d'avoir préparé l'après. À peu près, j'avais fait quand même des études. J'étais une des rares athlètes à poursuivre mes études. J'avais un environnement qui était plutôt sain. J'avais les pieds sur terre. Et tu te dis, mais waouh, malgré tout, ce vide. Et j'ai des souvenirs pendant 1 an et demi, 2 ans. Ouais, tu te lèves, c'est pas waouh. Alors, tu te laisses pas abattre, tu vois, tu fais des choses, tout ça, mais waouh, il faut se reconstruire. Il faut se reconstruire une identité à part entière. Parce que même si moi, j'avais pas fait du sport de haut niveau avec que mon identité d'athlète, il faut quand même que tu te reconstruises une identité. Ensuite, t'es seul. Même si t'es entouré, t'es seul. Aussi, une question qu'on m'avait posée, c'est, ouais, ça t'a pas fait bizarre que du jour au lendemain, il y a plein de gens qui soient plus là? Moi, ça, j'y étais préparée parce que je savais que le sport de haut niveau, ça brille, c'est bling, mais que quand tu marches bien, t'as plein de monde, quand tu marches moins bien, t'as moins de monde, c'est le jeu. Ça, moi, ça m'avait pas, je suis pas tombée des nues en me disant, je me suis surtout beaucoup souvenue des gens qui ont été présents. Et ça, par contre, voilà, ça, j'y tiens vraiment dans mon cœur. Eux, ils ont été présents et c'est plus eux sur lesquels il faut zoomer, mais tu te sens, même si t'es entouré, il y a des moments où t'es seul et tu te dis, et maintenant? Et là, il faut tout se reconstruire. Faut repartir de zéro avec le poids quand même d'une maladie, hein, on va pas se mentir. Une petite épée Damoclès au-dessus de la tête et je me suis dit, mais je peux pas vivre avec cette peur, je peux pas vivre avec cette tristesse ou cette colère parfois, hein, de se dire, mais pourquoi moi? Et je me suis dit, ok, c'est peut-être le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Moi, je pars de ce principe que tout ce qui nous arrive est au service de notre vie. Et je pense qu'il vaut mieux avoir cette philosophie-là, sinon on est toujours en train de se plaindre. Et je me suis dit, d'accord, ok, le triathlon, c'était juste un moyen. Mais ça aurait été une autre discipline ou un autre domaine, c'est pas grave. Il t'a juste permis de devenir quelque chose, il t'a juste permis de relier les points. Rappelle-toi, quand t'étais petite, t'avais du mal à t'exprimer, t'étais introvertie, tu t'es sentie harcelée à l'école. Le sport t'a permis de t'exprimer, t'a permis de t'apprendre à te connaître, de connaître ton mode d'emploi. T'as su ce que c'était que d'être un petit soldat, un petit robot et de voir que t'avais explosé. T'as su ce que c'était que reconstruire une carrière en étant plus aligné avec toi, définir tes valeurs, définir ta structure. Ok, bah la suite de la vie, c'est juste pareil. Tu vas redéfinir quelque chose qui va faire sens pour toi. Et ensuite, ça a été aussi ce besoin de transmettre, de me dire, ok, je vais créer mon entreprise
et je vais me reformer en psychologie, en préparation mentale, en sociologie. Je vais aller à l'université, je vais réétudier parce qu'à la base, moi, j'ai un parcours en neurobiologie. Donc, à la base, en fait, j'étudiais des cellules pour comprendre leur dysfonctionnement et comprendre pourquoi ça crée des pathologies. Mais je me suis dit, en fait, un individu, c'est 10 000 milliards de cellules. Donc, en fait, il suffit juste de comprendre comment les cellules fonctionnent et pourquoi ça réagit comme ça ou comme ça en fonction des stimuli extérieurs. La psychologie, c'est de la neurobiologie à plus grande échelle, mais tu vas toujours de l'infiniment petit à l'infiniment grand, ou de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est la définition pour moi que je donne à la neurobiologie ou à la micronutrition. Et derrière, voilà, il a fallu tout reconstruire, et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai à cœur, moi, d'arriver au travers de mon métier à transmettre. Transmettre que en chacun de nous, il y a un potentiel énorme, qu'en chacun de nous, il y a un champion, et que le révéler, c'est une connaissance de soi, c'est de la stratégie et c'est de l'entraînement. Mais en chacun de nous, il y a quelqu'un de génial. Bon, je sais pas si tu prends en charge aussi les enfants, mais je t'enverrai mes gosses. C'est ce que j'arrête pas de leur dire. Mais j'ai pas encore réussi à faire éclore leur talent. Bon, c'est quand même un sacré pied de nez parce que tu nous dis que tu as repris tes études en psychologie, en préparation mentale, tout ça après une tumeur au cerveau. Donc en fait, maintenant tu travailles dans le cerveau, enfin pour le cerveau des autres, alors que c'est un peu le cerveau qui à un moment a failli te faire faillir. Ou peut-être qu'il m'a tout simplement donné, la vie m'a donné l'info de me dire, je crois qu'il faut que tu ailles travailler dans le cerveau des gens. Moi, je le prends toujours vraiment, je vois toujours le verre à moitié plein. Ouais, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. C'est si la vie elle t'a frappé ici, c'est qu'il faut que tu y ailles. C'est quand le chemin il est difficile, c'est pas toujours de prendre un autre chemin, c'est d'aller exactement sur ce chemin-là. Je dis pas qu'il faut se mettre dans l'échec, dans la difficulté, mais c'est pas un hasard. Ça m'a frappé là. Il y avait une raison. Je suis pas non plus dans des théories ésotériques. Dis-moi qui tu es. Dis-moi où t'as mal. Je te dirai qui tu es, ce que tu dois. C'est pas du tout. Mais je trouve que c'est assez amusant et voilà, sur le potentiel, je suis en fait même des fois j'en rigole, mais je dis en fait la raison officielle de pourquoi je fais ce métier, c'est parce que il y a le potentiel des gens, mais il y a toujours aussi la face cachée de pourquoi je fais ce métier. En fait, jeune, moi j'avais été diagnostiquée HPE, je suis dyslexique, et en fait je comprends pas le monde dans lequel, j'ai mis longtemps à comprendre le monde dans lequel en fait je vivais. Et j'ai pas compris les gens, et les gens me font peur. À la base, je suis terrorisée par les gens. Et je crois que je me suis dit, mais si t'étudies les gens, peut-être que tu les comprendras plus et qu'ils te feront moins peur. Alors, force est de constater que c'est un petit peu oui et non, mais au moins, j'ai une relativité aujourd'hui par rapport à ça. Donc, je pense qu'on est plutôt dans cette optique-là. Donc, ouais, tout est cohérent et tout est aligné. Mais je pense que si chacun accepte un petit peu de voir qui il est au fond de lui, il saura aussi faire des choix, faire des décisions, prendre des décisions, que ce soit d'un point de vue perso, d'un point de vue professionnel. Dans le fond, on sait très bien qui on veut être. Et c'est ce que je me suis dit aussi quand je suis sortie de l'hôpital. Je me suis dit, ok, tu t'en es sortie de tout ça, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, ça veut dire fais quelque chose de ta vie. T'as eu de la chance ou pas de la chance, mais peu importe. En fait, c'est décidé que t'es là. Et voilà, à toi maintenant de pas gâcher ta vie, ne perds pas de temps à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne perds pas le temps à vivre selon des idéologies ou être le fruit de l'opinion des autres. Et fais ce qui est réellement essentiel pour toi, parce qu'à ce moment-là, quand t'es passé proche de la mort, crois-moi, tu te dis mais waouh, fais vraiment ce qui est essentiel et le courage de suivre ton cœur et ton intuition. Ils savent déjà la personne que tu as envie d'être et tout le reste n'est que secondaire. Pour revenir sur ce que tu disais, prends toujours le chemin le plus difficile en tout cas, mais prends pas la facilité, mais ça c'est quand même fort lié à ta personnalité. On sent bien que t'es quelqu'un qui va pas chercher la facilité, qui va aller chercher justement le défi, sortir de sa zone de confort. Mais ça c'est fort lié à toi. Et parce que tu disais aussi, moi je sais pas me battre. C'est-à-dire parce que, pour moi, quand tu fais un podium en triathlon, pour moi c'est déjà une belle bataille, tu vois. Donc pour moi des batailles t'en as déjà faites pas mal. Donc peut-être que tu sais pas te battre, mais en tout cas des batailles t'en as faites et t'en as même gagné pas mal. Donc faut que tu les expliques. Ouais. Alors non, je sais pas me battre. Non, c'est que je rentre pas dans le combat. Je rentre pas dans la résistance, je rentre pas dans le... Si, quand faut y aller, faut y aller. Il y a un moment donné, je pense que le sport, au niveau, mais même la vie, t'apprend que des fois, des fois, faut s'écouter, des fois, faut pas s'écouter. Quand faut y aller, faut y aller. Faut montrer l'engagement, tout ça. Mais quand je dis, je suis pas dans le combat, je pense qu'il faut pas vivre le combat, la vengeance, ça, parce que tu t'épuises pour rien. Moi, je suis plutôt dans l'optique de se dire, ok, ça doit être
la question, c'est pas est-ce que c'est facile ou difficile, est-ce que c'est agréable ou désagréable. La vraie question, c'est est-ce que ça fait sens. Et si ça fait sens, faut y aller. Là, faut y aller. Mais après, faut y aller avec intelligence. Tiens, je suis sûre que t'as déjà entretenu une conversation avec une mouche dans ta vie. Non. T'as déjà vu une mouche persévérer, essayer de foncer dans la vitre. Ah non. Tu t'es toujours dit, mais ok, la mouche, elle est pleine de persévérance, ouais, elle y va, machin. Plein de fois, tu t'es dit, ok, si la mouche, elle prend le temps de reculer, vu la taille de ses yeux, elle va bien voir que la baie vitrée, elle est ouverte. Bon, il y a un moment donné, la mouche qui va taper 10 ans derrière le carreau en disant, ouais, machin. Il y a un moment, tu te dis, mais elle est complètement stupide, la mouche. Et puis, ça va mal finir pour elle, dans l'idée, tu vois. Donc, c'est juste de se dire, ok, faut y aller. Une fois, 2 fois, t'y vas. Après, t'analyses. Tu te dis, est-ce que c'est cohérent, pas cohérent? Qu'est-ce qui marche pas? Et après, ok, tu vas dire, ah, d'accord, la baie vitrée, elle est ouverte, c'est peut-être dans ce sens-là. Et je pense que la vie, elle est pas faite pour être dure et pleine de combats. Quand il faut y aller, mais elle est faite pour être faite de fluidité, de simplicité et de sens. Et à ce moment-là, ouais, des fois, va falloir mettre les mains dedans. C'est comme en sport de haut niveau. Tous les entraînements ne sont pas durs. Il y a des entraînements qui sont faits pour récupérer, pour assimiler. Par contre, il y a des entraînements, oui, tu comprends ta douleur, mais tu te mets pas à l'amende tous les jours à l'entraînement, sinon tu voles en éclats. Et c'est impossible. Et un athlète professionnel, il le sait. Nos entraîneurs s'entraînaient 15 à 16 fois par semaine. T'es pas 15 à 16 fois par semaine avec l'acide lactique au bout de la langue et le cœur qui va exploser. Il y a des moments donnés, il y a 5-6 séances clés dans la semaine, c'est sur celle-ci sur lequel il faut être. Et le reste du temps, il faut être dans la vitesse. Et même sur les séances où il faut être dedans, t'es pas dans la résistance. Si tout est bien construit, ça va tout seul. Par contre, c'est régulièrement d'avoir la stratégie. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, notamment quand je suis partie m'entraîner aux États-Unis, j'ai eu vraiment ce mindset qui m'a beaucoup aidé. J'ai pas tout aimé dans mon cursus aux États-Unis parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu, c'est too much, quoi. Le no pain, no gain, on n'est pas que là, je pense qu'il faut pas être que là-dedans non plus. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, il y a les phases pour eux où, ok, t'es là pour, t'y vas. Quand t'y vas vraiment. Tu mets pas juste un orteil en disant, on verra bien peut-être. Tu t'engages à 1000%. Tu vas au bout du truc. Après, il y a la phase où tu analyses. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Et en fait, t'apprends à analyser tant quand ça a marché que ça a pas marché. Parce que parfois, en sport, même dans la vie, tu réussis, mais t'es passé proche de la correctionnelle. Et si t'analyses pas, tu vas dupliquer et ça va faire un carnage sur les courses suivantes ou dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Parfois, t'as une notion d'échec, mais t'es passé très, très proche de l'exploit. C'est juste qu'il a manqué 2-3 petites choses. Donc en fait, que tu réussisses, que tu aies la sensation d'avoir réussi ou échoué, tu te poses pas la question, tu analyses de la même manière. Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux adopter? Qu'est-ce que je peux renforcer? Qu'est-ce que je peux supprimer? MARS, ça fait une barre de Mars et c'est reparti. Et là, tu repars et quand t'y vas vraiment. C'est pas j'essaye, je verrai, on verra bien, oulala, j'attends de voir. Parce que ça, c'est typiquement la meilleure façon d'échouer. Donc t'y vas. Après, ok, tu tires les enseignements, t'y vas, et ainsi de suite. Et c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Enfin, faut aussi se dire, c'est juste fun. Enfin, c'est ça qui donne aussi. Enfin, pour moi, c'est ça qui donne le piment. Et t'es là, et c'est un jeu. Vraiment, c'est un jeu, quoi. La vie, c'est vraiment un jeu. Faut arrêter de dire oulala. Et pourtant, j'ai des responsabilités. Je suis maman. Je suis pas du père, donc je les ai quand même en garde majoritaire. J'ai une responsabilité par rapport à ça. Je gère 2 sociétés avec des gros chiffres d'affaires. Donc, il y a un moment donné, j'ai des responsabilités, mais gardons le game, quoi. Gardons le jeu quand même au milieu de tout ça. C'est beau. Alors, on sent quand même que ton esprit de sportif de haut niveau ressort. Oui, quand même, quand même. On se refait pas. Et c'est marrant ce que tu disais aussi par rapport au gros vide, tu sais, quand tu disais il faut se reconstruire. En fait, j'ai l'impression que ça, on le voit quand même dans beaucoup de domaines différents, pas que dans le sport. Tu vois un entrepreneur qui a bossé pendant 10, 20, 30 ans comme un dingue et puis qui a revendu sa boîte. Et il est un petit peu dans le même tu vois, dans la même situation en se disant en fait ok, j'y suis arrivé, ça y est, c'est fait, et maintenant maintenant je fais quoi? C'est pareil, t'as un vide, tu dois te reconstruire, et je pense que c'est pareil pour plein de domaines, hein. Je veux dire, t'as un moment, un summum dans ta carrière,
Ça peut être la sortie d'un bouquin, un best-seller, tu deviens directeur, CEO, ministre, enfin j'en sais rien, tu vois, mais il y a plein de, tu vois, de milestones comme ça, des étapes que t'atteins et en fait t'as l'impression de, bah ça y est, j'ai fait le truc le plus haut dans ma carrière et en fait à partir de maintenant, bah tout ce que je vais faire, ce sera moins bien entre guillemets quoi. Alors, ce que tu dis, c'est très pertinent parce que, en effet, alors, je vais me permettre de rebondir sur deux axes. Déjà, en fait, c'est vrai que il faut avoir de la vision, il faut avoir des projets. Et c'est vrai que dès qu'il y a l'obtention d'un projet, ça peut créer un vide. Après, c'est de relativiser, c'est de se dire, ok, mais c'était une étape. Alors, faut pas non plus dire c'était juste une étape parce que sinon, t'as jamais la gratitude de l'accomplissement à un instant T. Donc, c'est d'avoir, en fait, cette capacité à projeter dans le futur pour rendre son présent fun. C'est vraiment dans cette optique-là. Quand tu vis que dans le moment présent, ainsi on verra bien, bah, c'est un peu, ça limite un peu, voilà, on est un peu dans un imprévu, on verra bien. Donc dans le présent, finalement, on s'aperçoit qu'on brasse beaucoup et qu'il se passe pas grand-chose. Donc c'est avoir cette vision du futur pour connecter au présent. Et ensuite, bah, chaque objectif doit donner aussi l'envie et l'audace d'aller en chercher un suivant. Et ensuite, c'est les cycles. Alors c'est rigolo parce que quand j'étais à l'hôpital, rapidement, j'ai eu le mindset de me dire non, mais en fait, je vais vivre. Enfin, je sais pas si c'était une forme de déni ou autre, mais il y a eu quand même 2-3 fois où j'ai eu peur de mourir. Très sincèrement, je me dis ça se trouve, c'est terminé. Et là, je me suis mis à avoir des réflexions un peu, pas spirituelles sur la mort, mais ou tout simplement très réalistes. Je me suis dit de toute façon, la mort existe parce qu'il y a la vie. Le chaud existe parce qu'il y a le froid, le jour existe parce qu'il y a la nuit. La victoire existe parce qu'il y a la défaite. Donc déjà, je me suis dit, ok, bon bah déjà, jusque-là, tout est normal. Ensuite, je me suis dit, mais et si la mort était la plus belle invention de la vie ? Parce que c'est celle qui permet le renouveau. En fait, nous, on est perpétuellement renouvelés. En fait, dans quelques années, on sera des cendres et on sera renouvelés en permanence. Alors là, c'est un peu la version gore, mais si on le ramène au quotidien, la vie est faite de cycles. Il y a des cycles naturels. D'ailleurs, ce qui crée un peu le bazar au niveau de l'écologie, c'est qu'il n'y a plus de cycles. Et d'ailleurs, on voit comment la planète n'est pas très très contente. Mais dans l'idée, c'est fait de cycles. Et c'est normal. Et c'est juste normal. Et aujourd'hui, même, les cycles sont très accélérés. On se rend compte qu'aujourd'hui, au niveau d'une boîte, par exemple, avant, on faisait des business models, des business plans à 10 ans. Ça n'existe plus. On fait des visions à 3 à 5 ans. Et en fait, tous les 3-5 ans, il faut que tu te renouvelles. Il faut que tu te renouvelles. Dans une carrière d'athlète de haut niveau, si tu veux perdurer, tu as intérêt à te renouveler. Tous les plus grands athlètes qui sont devenus des légendes parce qu'ils ont perduré dans leur discipline, se sont régulièrement renouvelés. Si tu fais toujours la même chose, ça veut dire que t'es dans le statique et à l'état même physiologique et physique, le statique n'existe pas. Ça veut dire que c'est la régression, puisque tout évolue. Donc en fait, tout est fait de cycles, tout est fait pour vivre et mourir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'un projet, il est fait pour t'animer un temps, et puis à un moment donné, ok, il arrive à une fin, et c'est l'occasion d'un renouveau, et des évolutions. Et si parfois on voit des gens qui, par exemple, qui vont se séparer, ou des gens qui changent de boulot, ou des gens qui font des reconversions professionnelles, ou des gens qui créent une boîte et qui la revendent, c'est juste que, ok, il y avait le cycle, il est terminé, et ils n'ont plus forcément vu ce sens dans cette évolution de ce cycle-là. Et puis ensuite, des fois, les gens vont perdurer dans une relation, perdurer dans un projet, dans une entreprise, parce qu'au sein de ce même projet, il y a à l'intérieur également des cycles. Ce que je veux pas là, les cycles, ça veut pas dire de je remplace tout et je change tout et hop, reset. Pas du tout. Mais ça veut dire que quoi qu'il en soit, il y a une nécessité de renouvellement permanent. Et je pense que c'est aussi ce qui va créer cette agilité. Et c'est pour ça aussi que les gens ont peur aujourd'hui du changement, ont peur, vivent dans l'incertitude parce qu'ils ont pas confiance en eux, dans leur capacité à savoir se renouveler. Mais comment ouais, d'accord, ok, t'as cette capacité de se renouveler, mais c'est pas évident. Enfin, je reprends mon exemple de l'entrepreneur qui a monté une boîte, il a bossé comme un dingue pendant 15 ans, il revend sa boîte, et là, du jour au lendemain, en fait, t'as plus besoin de bosser. Tu peux potentiellement ne plus rien faire si l'envie si t'en as envie, quoi. Est-ce que tu vas remonter une autre boîte encore plus grande? Pas forcément. Enfin, tu vois, je veux dire, et pareil, au niveau sportif, c'est pareil, hein. Je veux dire, t'as atteint le plus haut niveau, que ce soit au niveau olympique ou un titre de champion du monde ou quoi. Enfin, alors ok, ouais, tu peux essayer de le maintenir, mais je veux dire, y a pas un titre de champion de l'univers. Enfin, t'as atteint le plus haut niveau, quoi. Donc, comment tu fais pour te renouveler justement sans avoir l'impression de régresser et de sentir ce vide? Alors il va y avoir plusieurs profils. Il y a ceux qui aiment bien recommencer de zéro, refaire. Et après, il y a ceux qui vont se dire, ok, maintenant, il est peut-être venu le temps pour moi de contribuer ou transmettre.
Et très souvent, on va le voir dans des anciens sportifs de haut niveau, dans des entrepreneurs à succès. Derrière, ils ont cette envie de soit devenir business angel, soit de transmettre, soit de former, soit de tutorer ou de mentorer. En fait, tu te retrouves beaucoup finalement beaucoup là-dedans. C'est-à-dire que derrière, et ce qui est pas illogique dans la construction de la nature humaine, sans faire la psychologie de Maslow, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'est assure-toi ce qu'il te faut pour survivre. Si on le ramenait, si on le descendre un petit peu de la pyramide classique de Maslow, mais au départ, t'as ce besoin toi de faire ce qu'il faut. Après, t'as ce besoin aussi de faire avec les autres. Et puis ensuite, petit à petit, quand t'arrives un petit peu au sommet de la pyramide, c'est l'accomplissement, c'est ok, t'es arrivé un petit peu au bout du truc et il y a ce besoin derrière de contribuer à ta génération ou à ton espèce en fait tout simplement. On reste des animaux et parfois contribuer au monde qui va suivre. Souvent c'est ce qui va animer les gens qui ont été au top du top. Mais c'est vrai que la transition des fois elle se fait pas direct. Maintenant que je suis au plus haut, maintenant j'aimerais transmettre. Des fois il y a cette phase d'assimilation, il y a cette phase de grand vide et on le voit souvent pareil les athlètes après une campagne olympique. L'année d'après, c'est soit ils sont jeunes et ils poursuivent, soit quand t'es un petit peu plus âgé, plus mature en tant qu'athlète et que t'es arrivé à la fin d'une campagne olympique, boum, c'est compliqué. Donc ça veut dire, quand t'es dans ta construction, même quand t'as atteint des grands objectifs, t'as envie de plus, et quand t'arrives au bout, tu dis, ok, là et maintenant, j'ai ça. Donc c'est y avoir la gratitude de ce qu'on a réussi à faire et ensuite c'est de se dire comment je vais transmettre. Et moi j'aime beaucoup la transmission et c'est vraiment en toute humilité, mais je me dis toujours que si mon histoire elle peut aider quelqu'un, alors c'est cool. Parce que peut-être que si moi j'en suis là, c'est parce qu'un jour quelqu'un m'a inspiré, parce que j'ai peut-être lu une biographie de quelqu'un, parce que j'ai échangé avec quelqu'un et son histoire m'a aidé à être la personne que je suis aujourd'hui. Et en toute humilité, si un jour mon histoire peut aider quelqu'un ou mes paroles peuvent aider quelqu'un à aussi devenir, bingo. Ouais, c'est un peu ce que tu fais au quotidien. Donc, tu disais, tu as repris des études en psychologie, en préparation mentale. On l'aura compris, tu es préparatrice mentale. Est-ce que tu fais que ça et est-ce que c'est ta manière à toi, justement, d'avoir rebondi après le sport de haut niveau et après ce petit pépin physique ? Alors, moi, l'idée, ça a été de construire une carrière qui me ressemble, un boulot qui me ressemble. Alors au tout départ, quand j'ai terminé ma carrière, j'ai bossé pour un labo pharmaceutique. Alors j'ai bossé en secteur hospitalier en tant que neurobiologiste. Puis après j'ai bossé dans un laboratoire pharmaceutique. Et à ce moment-là, je me dis mais c'est pas trop la vie que je veux en fait. Je me vois pas trop là-dedans. J'ai plutôt un bon salaire, mais je me suis dit c'est pas trop, je vibre pas. Et je me dis mais moi ce que je veux c'est créer mon entreprise. Et après il a fallu du temps parce que ça c'est pas comme ça en 6 mois. Il m'a vraiment fallu 2 ans pour lancer une entreprise, pour aujourd'hui pouvoir vraiment vivre sereinement et selon un petit peu mes propres codes par rapport à mon entreprise. Et l'idée pour moi c'est d'utiliser les outils de la préparation mentale du sport et de les transposer dans la vie de tout un chacun. Alors ça va s'exprimer, c'est-à-dire que je vais continuer à travailler avec des athlètes de haut niveau, des athlètes internationaux généralement, parce que je sais ô combien il est difficile de percer dans le sport de haut niveau et qu'aujourd'hui la dimension mentale elle est primordiale. Et que quand je vois des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs mettre autant d'investissement, je me dis waouh, il faut que mentalement ça suive aussi et l'exigence du sport de haut niveau est de plus en plus pointue. Donc sur ça. Et après l'idée c'est de travailler avec le particulier et en entreprise et de déployer en fait sous forme soit de coaching individuel, donc pas des one shot, c'est-à-dire que je vais accompagner les gens sur 3 à 6 mois. Avec vraiment la stratégie on va travailler préparation mentale, psychologie, parce que les deux pour moi sont liés, stratégie et psycho. Tu peux pas faire que de la stratégie si le mental suit pas, et si tu fais que du mental, à un moment donné il va peut-être falloir aussi passer à l'action aussi. Et donc soit sous forme de coaching, soit sous forme de formation. Donc je délivre des formations et là l'idée pour moi c'est de déployer aussi en formation en ligne pour donner accessible ce que je peux faire avec les entreprises ou avec les plus grands sportifs de haut niveau, l'accessible à plus de monde. Moi c'est vraiment l'idée de rendre accessible et de démocratiser ça. Et après sous forme soit de conférences. Et j'aime la conférence parce que t'es là, tu mets le dossard, faut que tu donnes tout pendant 1 heure parce qu'il faut que tu impactes des gens en face. Et c'est ça, moi, le challenge que j'aime aussi aujourd'hui, que ce soit sous forme de coaching, de formation ou de conférence, c'est tu te dis, ok, là, c'est de faire décliquer la personne en face de moi et de donner le max. Voilà, je suis hyper impliqué, hyper investi dans ce que je peux faire. C'est souvent les retours que j'ai, mais voilà, j'ai la caisse pour. J'ai encore une bonne VO2 max pour.
Ouais, t'es resté sur un exercice qui est en anaérobie. Hein. T'es pas parti sur l'endurance. Ouais, mais des fois faut sprinter quand même. Hein. Des fois faut quand même, voilà, faut savoir mixer les deux. C'est en gros, la vie, c'est un 110 mètres haies mêlé à un marathon, quoi. Donc tu te débrouilles comment tu veux, mais parfois il va falloir courir vite, il va falloir sauter, mais il va falloir tenir, quoi. Ouais, c'est des courses à obstacles, quoi. C'est un marathon avec des voilà, c'est ça. Un peu de partout. tu parles de prépa mentale et notamment de prépa mentale de sportif. C'est un sujet qu'on essaye souvent d'aborder et c'est vrai que on nous dit parfois que parfois ce sont les athlètes qui sont pas forcément prêts à ça. Parfois c'est le staff. Parfois, c'est les entraîneurs. Toi, ton meilleur conseil pour des athlètes, qui soient hommes, femmes, qui soient jeunes, vieux, amateurs, pros, parce qu'il y a des pros qui nous écoutent aussi, on les remercie, on leur fait des petits coucous. Ce serait quoi pour leur dire, écoute, pousse la porte d'un préparateur mental et va juste discuter avec lui pour voir ce que lui pourrait ou elle pourrait t'apporter? Alors, c'est vrai que la préparation mentale, c'est en train de devenir... normal, tu vois, autant il y a une dizaine d'années, c'est que tu avais un problème quand tu voyais un préparateur mental. Là, aujourd'hui, on voit plus en plus de gens arriver sans aucun problème, mais en se disant, tiens, ça fera partie des composantes de la performance. Des fois, je dis, c'est comme le préparateur physique. Dans les années 80-90, c'était bizarre. Là, aujourd'hui, il n'y a plus un seul club professionnel qui n'a pas un préparateur physique, même spécifique, parfois au poste, quand on prend l'exemple d'un sport co. Ce que tu as dit, c'est très pertinent parce que, en effet, il y a l'athlète, mais il y a tout un écosystème autour de lui. Donc c'est pour ça que moi je vais accompagner l'athlète, mais c'est pour ça aussi que je suis en train de développer aussi des formations pour les parents, pour les coachs, pour les entraîneurs, pour les managers, pour qu'ils puissent non pas être des préparateurs mentaux, parce que c'est un métier à part entière, mais au moins avoir quelques billes. Et je pense qu'au contraire, c'est un plus, et je pense que c'est faire preuve alors c'est pas défendre ma profession, mais c'est faire preuve d'une intelligence que de se faire accompagner. Aucun grand sportif de haut niveau se dit, moi je m'entraîne tout seul, j'ai pas besoin de coach, je sais comment jouer au tennis, j'ai pas besoin d'entraîneur, j'ai pas besoin... C'est complètement débile. Et aujourd'hui, et c'est pas un luxe, c'est une logique. Tu veux réussir ta vie, entraîne-toi, entoure-toi de gens compétents pour t'aider à réaliser tes rêves. Sinon, c'est l'envie de se tirer une balle dans le pied, c'est ouais, mais moi je vais y arriver tout seul. Déjà, oui ou non, j'en sais rien. Mais en gros, c'est que au lieu de mettre 10 ans à ah ouais, j'ai peut-être trouvé que, et ben en fait, on va t'aider à faire ça en 1 an. Et ça va te faire gagner du temps et ça va te permettre d'explorer encore autre chose, même si c'est l'idée. Parfois, il faut du temps d'assimilation, mais si on peut faire gagner un petit peu de temps parce qu'on t'aide à te poser les bonnes questions dans la bonne direction, te faire voir les bons prismes et peut-être te faire comprendre que pendant des années, tu as fonctionné dans ce mode de biais cognitif et qu'en fait, il s'avère que c'est pas le bon sens. C'est comme si à un moment donné, t'as un cadenas et que t'as pas les bons chiffres et que t'essaies de t'acharner sur le cadenas. Bon, à un moment donné, ouais, mais un jour, j'y arriverai. Ouais, tiens, voilà, les numéros, réfléchis aux numéros. Ah, c'est peut-être cela. Ah, ouais, tiens, c'est bon, c'est marrant, ça marche. Oui. Et je pense que la vie, j'ai pu faire l'expérience par rapport à la maladie. La vie, elle peut être courte. La vie, elle peut, tu sais pas, t'as pas ta date de péremption à la base, sauf si c'est toi qui décides de donner la mort, mais dans l'idée, il faut quand même pouvoir y aller, quoi. Mais dans l'idée, donc, ce que j'ai pas là, c'est que non, au contraire, je pense que c'est très intéressant et c'est une curiosité. Et je pense que être curieux d'en apprendre plus sur soi, de passer un cap, je pense que ça peut être intéressant et je trouve que même c'est même une bêtise de pas le faire. C'est soit, alors il peut y avoir des peurs ou il peut y avoir de l'arrogance. Ouais, mais j'ose pas. Ok, aujourd'hui, ça commence à être démocratisé, ça se fait bien, et il y a plein aussi de ressources gratuites, où il y a plein de ressources payantes, donc voilà, à un moment donné, c'est de se dire, c'est se mettre la chance de son côté, quoi. Aujourd'hui, on s'entoure plus d'un préparateur mental parce qu'on a un problème, on s'entoure d'un préparateur mental parce qu'on veut faire basculer la chance de son côté, et les opportunités de son côté. Ouais, c'est pas moi qui te dirais le contraire. Un sujet dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais on a compris qu'en filigrane, que c'était quand même quelque chose qui était relativement préparé de ton côté, c'est un peu le financement de la carrière. Là, pour revenir à ton métier de préparatrice mentale, pour un sportif, plus ou moins, faut compter quoi en fait? Parce que tu fais de l'accompagnement sur du long terme. Je sais pas, tu sais si ça fonctionne par package. Alors là, on parlera peut-être plus pour toi que pour le marché de manière générale. Mais en gros, si t'es sportif ou sportive, tu veux te faire accompagner, il faut budgétiser ça comment? Chaque préparateur mental va travailler différemment. Moi, je pars du principe qu'il faut s'adapter à sa cible aussi. Je vais être très transparente. Je vais pas travailler gratuitement parce que à un moment donné, j'ai un
j'ai des compétences et j'ai du temps. Le temps est la valeur la plus précieuse, donc voilà. Mais il faut aussi s'adapter. C'est vrai que quand tu vas avoir un petit jeune qui parfois même va peut-être te payer avec son argent de poche, bon, bah il faut arriver à trouver une formule qui puisse aller. Après, c'est sûr que en entreprise, alors moi j'ai l'avantage d'avoir passé des agréments pour être organisme de formation, donc on peut le faire passer sur des financements OPCO ou autres pour les entreprises. Donc là, c'est sûr que c'est pas les mêmes tarifs en entreprise. C'est peut-être pas non plus le même type d'accompagnement, mais si on prend sur un monde du sportif, l'idée c'est super quand un jeune dit ok, moi je m'inscris, tu vois, il y a certains jeunes que j'ai depuis 2 ans qui s'inscrivent dans le Paris 2024. Bon, bah, ils se posent pas la question, ça fait partie du budget. Il y a des disciplines aussi où tu gagnes ta vie, d'autres où tu gagnes moins ta vie. Donc là, ok, on se voit tous les mois. Tous les mois, on fait le point. Et si des fois, à l'approche des compètes, il y a besoin de resserrer un peu, c'est ok. Par contre, si un petit jeune te dit, bah ouais, je sais pas trop, j'aimerais voir un peu la préparation mentale, je dis, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler 3 ou 5 séances ensemble. Et déjà, tu auras tous les outils, tu auras pas mal de clés, déjà pour avancer. Voilà, moi, j'ai jamais voulu que l'argent soit un frein. Je pense pas qu'il faille aussi travailler bénévolement. Je donne aussi de mon temps bénévolement dans certains cas, mais il faut aussi que l'athlète s'implique dedans. Et dans l'idée, donc voilà, c'est d'arriver sur 3 à 5 séances. Et c'est aussi pour ça que je veux aussi développer quelque chose qui soit plus accessible, sous forme aussi de masterclass, sous forme de formation en ligne. Alors c'est sûr que la formation en ligne sera moins personnalisée que pour l'athlète, mais elle pourra rendre accessible à quiconque qui veut acquérir des outils en préparation mentale, et ben il puisse y avoir accès, voilà, sous forme d'une plateforme. Et ça peut être intéressant pour lui parce que voilà, ce sera à moindre coût par rapport à un accompagnement. Et voilà, mais je pense que quand quelque chose fait sens, quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Tu disais tout à l'heure que ta fin de carrière, tu l'avais un peu imaginé. Alors, ça s'est pas du tout passé comme prévu, mais tu l'avais un peu imaginé à échéance un peu plus lointaine, 5 ans après. Est-ce que là, ta carrière de préparatrice mentale, tu la vois avec une date de péremption ou au contraire, tu veux tirer au maximum pour continuer à rester sur le podium ? Alors, je tirerai toujours tout pour rester sur le podium, peu importe où je me mette. Ça, j'avoue que c'est dans mon tempérament. Ouais, alors je l'avais projeté. Non, je me suis quand même. Quand j'ai dit mon contrat pro, j'avais imaginé que il y aurait une fin. Je m'étais dit, je me tenais cette date-là. Après, les événements de la vie m'ont fait aussi voir un peu différemment. Donc, je garde en fait une projection, une vision. Je sais ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire et pourquoi ça fait sens. Le quoi et le pourquoi, pour moi, a toujours été plus important que le comment. Le quoi et le pourquoi, une fois que tu l'as, tu sauras le comment. Et dans 10 ans, je sais pas le métier que je ferai. Je sais juste que je suis animée par c'en est même obsessionnel par le potentiel humain, transmettre et permettre aux individus d'être à la place où ils sont, parce que ça fait écho à mon histoire, c'est trouver sa place, c'est révéler son potentiel et se sentir accompli. Donc je sais pas comment ça se fera, et puis de toute façon ça va tellement évoluer, ça se trouve demain il y a une intelligence artificielle qui pourra remplacer une grande partie de mon métier, mais l'humain restera au cœur des choses, et mon obsession du potentiel humain et ça restera. Donc dans 10 ans je sais pas sous quelle forme ça se fera, mais ça par contre c'est ce qui m'anime au plus profond, avec des valeurs qui vont vraiment être dans la notion de sécurité, de liberté et d'honnêteté. Voilà, ce sera vraiment ça, c'est ce qui va driver ma vie, c'est ce qui drive ma vie, c'est les valeurs qui drivent ma vie. Comment, je sais pas. Je sais pas. Bon, écoute, moi j'ai un conseil à te donner, enfin un conseil plutôt, je te suggère quelque chose, c'est aussi les valeurs qui animent notre podcast, donc viens faire du podcast. Je suis fascinée par le podcast. J'avais lancé un podcast, il faut que j'arrive à trouver un petit peu quelque chose qui puisse m'aider à créer le contenu ou autre. Mais c'est pour ça que je te demandais un petit peu la technique, et si ça te dérange pas, je me permettrai de te demander 2-3 petits conseils pour réussir à pas être débordé par la technique, mais parce que ça m'anime profondément. Et si après tu veux des petites chroniques prep mentales sur le podcast, c'est avec énorme plaisir. Et on reste en contact. Peut-être justement pour revenir un petit peu là-dessus, Marion, est-ce que tu peux déjà nous donner un petit échantillon de prépa mentale, parce que c'est vrai que bon, t'en as parlé, t'as dit que t'en faisais, etc. Mais voilà, pour nos auditeurs qui découvriraient peut-être un petit peu ou qui ont pas forcément eu la chance de travailler ça et ou tout simplement de savoir qu'est-ce que c'est la préparation mentale, est-ce que tu peux nous partager quelques petits conseils, quelques petites choses qu'on peut mettre en place assez facilement dans nos vies, que ce soit pour le sport ou autre, hein, évidemment, mais voilà, quelque chose qui s'applique un petit peu à tout le monde. Alors, c'est large. il y a à peu près 12 milliards et demi de réponses possibles.
Je dirais en fait, dans un premier temps, c'est avoir, tiens, allez, un exercice qui marche bien chez tout le monde. Ce qu'on appelle un peu la frise de vie. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais une frise, ta chronologie de vie, et tu notes tous les événements importants de ta vie. Qu'ils étaient positifs ou négatifs, peu importe. Faut lâcher prise sur, ouais, là c'était douloureux ou autre. Tous les événements de ta vie ont été au service de ta vie. Ok, t'as eu des difficultés avec tes parents, t'aurais mieux aimé être éduqué comme ça. Lâche prise sur ça. T'as juste eu les parents idéaux qu'il fallait pour être la personne que t'es aujourd'hui. T'as eu un chagrin d'amour, t'as eu une déception professionnelle. C'est pas grave. T'en as forcément, ça veut dire que ça a été percuté des valeurs qui sont importantes pour toi. Ou quand t'as eu une satisfaction, ça veut dire que t'avais mis, consciemment ou inconsciemment, tout un mécanisme mental pour finalement t'accomplir. Donc là, c'est déjà de faire... Donc là, c'est intéressant, mais et tu mets combien de... Tu dis tes événements dans ta vie, je veux dire, tu pourrais remettre limite un par jour, un par semaine. L'idée, c'est quoi? C'est de ressortir avec 10, 20, 50, 100... Ça dépend. Des fois, il y a des périodes de vie où tu dis, ouais, là, pendant 3-4 ans, j'ai pas trop d'événements marquants qui se sont passés dans ma vie. Vraiment, les gros événements marquants. Voilà, les grandes victoires, ce qu'on appelle les grandes victoires, les grands waouh. Ensuite, c'est pareil pour les personnes. Quels sont les 5 types de personnes qui me font un petit effet waouh, que je connaisse directement ou que je connaisse pas, qui soient vivants ou décédés. Ça peut être des personnes qui étaient pas forcément, qui étaient des célébrités au siècle dernier ou autre. Et en fait, c'est de décortiquer pourquoi ces personnes-là, elles me font de l'effet, entre guillemets. Parce que ça va donner énormément d'indications sur si je ressens quelque chose pour quelqu'un, c'est que c'est un propre écho de ma vie. C'est que quelque part, cette personne incarne une posture et des valeurs qui fait sens pour moi. Ça veut dire que je l'ai en moi. Je ne peux pas voir chez les autres ce que je n'ai pas à minima en moi. Soit parce que je fais un principe d'identification. Ok, waouh, lui il est comme moi, je m'identifie, c'est pour ça que j'apprécie ce type de personne. Ou alors si tu dis ouais, mais je suis pas tout à fait cette personne, ça veut dire que c'est au fond de toi et que tu as envie que ça sorte. Donc ça veut dire que c'est déjà... Et en même temps, là tu reviens sur des éléments passés. Donc, je sais pas, quand j'avais 12 ans, j'aimais bien Eminem parce que c'était le rappeur à la mode et voilà. Aujourd'hui, bon, c'est pas forcément un modèle que je suis dans ma vie de tous les jours, tu vois. Ouais. Alors par exemple, tiens, l'exemple est bon, ça va peut-être aider en plus. Ok, qu'est-ce qu'il y avait chez Eminem à l'époque? C'était peut-être le côté rebelle, le côté comment t'es capable de faire du rap et de faire passer des super messages. Comment t'es capable, tu vois, c'est au-delà de dire ouais c'est vrai le mec, bon ok, mais voilà, c'est qu'est-ce qu'il faisait là-dedans? C'est ce côté rebelle, mais ce côté à la fois discret, introverti, mais capable aussi de bouleverser des codes. Ça veut dire qu'il y avait peut-être ça aussi qui tournait en toi. Et peut-être le fait de pas vouloir être totalement conventionnel, mais d'être capable, voilà, c'est peut-être il y avait ce côté à la fois doux et rebelle, parce que voilà, et tu avais toi ta perception d'Eminem, moi j'ai une autre perception d'Eminem, chacun va avoir sa perception. Mais ça veut dire que si cette personne elle t'a percuté à ce moment-là, tu t'es dit waouh, lui il me percute. Tu t'es pas dit putain c'est Alain Souchon quoi. Tu vois, et si ça avait été Alain Souchon à ce moment-là tu te serais dit ouais c'est parce que ce gars-là il incarne ça et ça et ça fait forcément écho sûrement. Et déjà je trouve que d'apprendre aussi à voir le bien chez les gens, déjà premièrement on va arrêter de juger et de critiquer en permanence. On va arrêter de juger et de critiquer en permanence les uns les autres pour telle et telle raison. On va apprendre à voir le bon chez les gens. Déjà, ça va adoucir un peu les relations humaines. Deuxièmement, apprendre à voir le bien chez les autres, c'est une mine d'informations sur soi. Si je remarque ça actuellement, ça veut dire, alors si je prends un peu de neurosciences, c'est que mon système d'activation réticulaire, qui est en fait un tissu de fibres neuronales qui arrive dans le cerveau, a besoin de cette information là actuellement dans ma vie. Donc c'est qu'il y a une raison. Quand il y a des périodes de vie, on se dit tiens, je remarque plus ça et ça dans ma vie actuellement. Ça veut dire que il y a un aspect, c'est pas pour rien. Et ensuite, c'est l'éduquer le cerveau à voir, si tu es capable de voir ce qu'il y a de bien chez les autres, tu commences à être capable de voir ce qu'il y a de bien chez toi. Et c'est le premier pas et ça veut vers la dire, gratitude. Excuse-moi, ok, mais parce que quand tu dis, je commence à voir des choses parce qu'en fait, mon cerveau a besoin que je les vois. Tu peux nous donner des exemples? Enfin, moi, j'ai l'impression que je sais pas si imaginons tu commences à faire du triathlon. Avant ça, t'avais jamais vraiment entendu parler de triathlon et en fait à partir du moment où tu commences à faire du triathlon, tu te rends compte qu'en fait il y a plein de triathlètes autour de toi. C'est lié à ça ou pas du tout? Ouais, alors il y a un peu ça, c'est-à-dire que imagine tout le monde a déjà connu le symptôme. Ok, tu veux changer de voiture, tu veux une Audi A1 blanche. Autour de toi, tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'Audi A1, d'Audi blanche, où ça tourne autour de ça.
Les motos, les Alors camions, qu'avant, tu les voyais jamais. Tu les voyais jamais. Et le parc automobile n'en contient pas plus, pas moins qu'il y a une semaine, par exemple. Voilà. On aurait pu prendre l'exemple avec un vélo, mais... Voilà, les marques des vélos. Si tu veux, le jour où tu veux... Non, mais on est bien d'accord. Le jour où tu veux un Specialized... Effectivement, tu les vois partout. Ah, tu les vois partout, tu kiffes, tu les remarques. Tout à fait. Forcément. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ton système d'activation réticulaire. Celui-là, il est conscient. Parce que tu as actuellement dit ça. Mais il y a plein de choses aussi inconscientes sur lesquelles tu peux te poser. C'est-à-dire qu'en gros, des fois, tu vois, c'est ce que je fais avec les jeunes qui sont esclaves des réseaux sociaux. Ok, c'est qui? Pourquoi tu suis ces gens sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'ils évoquent chez toi? Ah ouais, ça. Ok, ça donne un indicateur. Quel est ton joueur de tennis préféré? Ah ouais, c'est lui. Qu'est-ce qui te plaît chez lui et pourquoi? Et comment tu pourrais, toi, l'incarner en termes d'intention dans ta vie de tous les jours? On te demande pas d'être lui. Mais qu'est-ce tu dois aller chercher qui fait que cette intention, elle te fait un effet waouh, et si elle fait un effet waouh pour l'externe, elle te fera un effet waouh en toi, tout en étant toi. Je dis pas que si t'es fan de, de Rafael Nadal, il faut que tu deviennes Rafael Nadal, mais tu te dis waouh, j'apprécie cette combativité, j'apprécie peut-être ça et ça et ça et ça chez lui, donc peut-être c'est quelque chose que je voudrais essayer de transposer dans ma propre vie ou dans mes propres projets. Et tu parles uniquement de personnes qui ont un effet sur toi, mais c'est pas forcément des célébrités. Je veux dire, ça peut être dans ton couple, ça peut être dans des amis, ça peut être ton voisin, ça peut être ton collègue, ça peut être n'importe qui. C'est juste de prendre le temps de se poser sur la personne en face et pareil, et de pas hésiter aussi à donner les qualités des gens. Tu bosses avec un collègue qui est hyper pragmatisme, analytique, tout ça. Ok, waouh, s'il y a une part de lui que t'admires parce que tu te dis, est-ce que c'est parce que ça je l'ai pas en moi, ou est-ce que c'est quelque part, moi j'aimerais avoir plus ça en moi, et ça lui mange pas de pain de dire, ok, waouh, tu sais, c'est super agréable de bosser avec toi parce que j'aime ton côté très analytique et pragmatique des choses. Lui, ça va lui faire plaisir, parce qu'il va dire, waouh, cette personne a vu qui j'étais et elle me juge pas, et au contraire, elle m'en félicite. Et à l'inverse, toi, tu vas te dire, tiens, c'est marrant, pourquoi cette ressource, je la remarque particulièrement en ce moment? Ça veut forcément dire quelque chose dans ma propre vie. Ok, mais donc ça veut dire que, je reprends l'exemple. Bon, Olivier en off, faudra qu'on discute. je reprends l'exemple, c'est que un collègue qui, comme tu dis, est hyper analytique, est très fort dans un domaine spécifique. Moi, je me rends compte, j'ai de l'admiration pour cette personne-là, mais moi, c'est pas quelque chose. Enfin, je suis pas comme ça. Je suis différemment. Je suis peut-être un peu plus créatif, par exemple. Ok. Et donc j'ai de l'admiration. Mais pour autant, c'est pas quelque chose qui me, je sais pas, je regarde, ok, je prends un autre exemple, l'escalade. Je sais. L'exemple est bon, c'est-à-dire que si tu remarques son côté pragmatique, analytique, c'est pas pour ça qu'il va falloir que tu le deviennes, c'est soit tu te dis, ok, j'ai dit, ça veut dire quelque chose dans ma propre vie, soit ça veut dire que quelque part, j'ai envie d'aller chercher un peu ça chez moi, ou de peut-être dans mon côté créatif, d'arriver à être plus pragmatique, ou au contraire, ça va finir de me kiffer en me disant, tu vois, waouh, moi, en fait, je suis quelqu'un de très créatif et ça va encore plus te nourrir sur ton côté créatif et ou peut-être ta capacité à savoir t'entourer des bonnes personnes. Ouais, d'accord. Mais c'est là où l'exemple est peut-être... Voilà, la foi, elle va être double. Je comprends, mais si je prends un exemple, qui me concerne. Mon frère fait de l'escalade. Je sais qu'il est bon là-dedans et en tout cas, les gens qui font de l'escalade, clairement, ils sont pas comme moi. Ouais. Moi, je suis pas bon pour ça. Je suis pas souple. Je suis pas léger, j'ai pas les caractéristiques de quelqu'un qui fait la grimpe. Je suis pas bon là-dedans. Pourtant, je trouve ça chouette, je trouve ça marrant, etc. J'ai pas beaucoup de force dans les doigts. Voilà. Et donc j'ai de l'admiration pour ces gens-là. Je trouve ça top ce qu'ils font. Mais pour autant, et je me dis pas pour autant, waouh, j'aimerais le faire. C'est cool pour eux, mais je sais que c'est pas mon truc. Et fine, je le vis bien comme ça aussi, tu vois. Et alors, l'idée, c'est d'ouvrir. C'est-à-dire que, l'idée, c'est pas parce que, escalade, donc j'ai rien à faire à l'escalade. Non. C'est peut-être de se dire, ok, qu'est-ce que ça évoque chez moi? Ça évoque cette capacité parfois à être, t'as donné la souplesse, t'as donné la force dans les doigts, t'as donné l'agilité, t'as donné peut-être le fait de voir vers le haut, je sais pas quels sont tous les symboles autour de toi, pour toi, autour de Oui, j'ai le vertige en plus. Hein. Voilà, j'ai le vertige, c'est cette capacité. Donc, tu vois, tu vas voir, ok, c'est la capacité de grimper, c'est la capacité d'avoir la force dans les doigts tout en ayant la souplesse. Ouais. Alors, cette capacité à toujours trouver une prise, ou toujours savoir s'adapter en permanence. C'est peut-être tous ces mots-là, et de te dire ces mots-là, qu'est-ce que moi j'en fais dans mon quotidien? Et c'est là où tu vas peut-être te dire, ok, peut-être que dans ma vie de famille, dans ma relation avec mes enfants, avec mon compagnon, ma compagne, est-ce que ça se trouve dans mon entreprise? Peut-être qu'à des moments donnés, faut que je vois haut, faut que peut-être à des moments donnés, faut être bien sur les prises, peut-être faut être plus agile, faut être plus souple. Tu vois, tu vas aller te dire, comment je peux retransposer derrière
pour moi, dans mes domaines. Et c'est pas pour ça que tu vas faire de la grimpe et avec des chaussons qui serrent les pieds, tu vois, dans l'idée. Donc c'est pour ça, pourquoi en ce moment j'adore ça? Moi, j'adore ça. Ok, mais donc c'est un truc qui doit être très présent dans ta tête, qui doit revenir et qui ouais, ok. J'avoue, j'ai pas une obsession non plus pour ça. Hein, ouais, mais c'est juste, et c'est juste de faire un jeu, c'est de se dire, waouh, tiens, j'aime beaucoup. Moi, par exemple, je vais aimer tel artiste. Mais j'ai pas envie d'être chanteuse. Enfin, en plus, je chante très mal. Je déteste ça. Mais c'est juste me dire, waouh, j'aime bien cet artiste-là parce que c'est une capacité. Déjà, c'est une carrière qui a perduré. Ce qui est rare, quand même, dans le pop rock. Ensuite, c'est quelqu'un qui est capable d'être dans la provocation rebelle, mais avec une capacité à aborder des gros sujets d'actualité qui sont, que personne n'ose aborder. Et je me dis, waouh, chapeau. Mais c'est pas pour ça que je vais être chanteuse, tatouée et me décolorer les cheveux, quoi. Enfin, mais par contre, je me dis, ouais, mais quelque part, j'aime ce que cette personne est capable d'incarner, à savoir parler vrai, parfois être provocateur, mais avec une diplomatie et une élégance. C'est ça que je vais retenir. Et je me dis, mais ouais, en fait, moi, c'est ça aussi que j'aime dans ma vie. Voilà, c'est pas, okay. Et tu me verras pas avec un micro, quoi. Enfin, ou alors, faut que je sois bourré, quoi. Enfin, et encore. Je suis même pas sûre de me faire avoir quand tu fais des conférences. Ouais, voilà, mais pas chanter. Quand tu fais des conférences, mais pas pour chanter. Et d'ailleurs, tiens, petite anecdote, à l'école, des fois, ils font réfléchir aux enfants. Alors, que fait papa, que fait maman comme métier? Et donc, une de mes filles a une définition qui était assez marrante. Elle dit, le métier de maman, en fait, c'est que les gens, ils ont des fils dans la tête qui sont emmêlés. Et son but, en fait, c'est de les démêler. Alors, des fois, faut attention parce qu'on croit que le fil, il est démêlé, il faut le redémêler. Et en fait, elle démêle les fils pour que les gens, ils aient la vie qu'ils aiment dans leur cœur et dans leur tête. J'ai trouvé ça super chou. Et ma deuxième petite fille, qui est un petit peu plus perchée, elle a raconté à l'école que j'étais chanteuse parce qu'elle a vu une photo avec un micro. Et donc, elle pense que je suis chanteuse. Et elle a dit, regarde, des fois, dans la voiture, tu chantes un peu et tout. Je dis, mais t'as pas vu que je chantais pas bien? Elle me dit, ah non. Donc, je me suis dit, c'est à la fois mignon parce qu'elle a c'est de l'amour, ça. Ouais, c'est l'amour. L'amour alors, aveugle et visiblement sourd, apparemment. Mais voilà, j'ai trouvé que les deux définitions, en plus, avec leur personnalité, c'était assez mignon. Et donc, du coup, si on revient sur l'exercice, tu dis, donc, tu fais une frise de vie, tu prends une feuille blanche, tu fais une ligne du temps, année par année, et tu te dis, bon, ok, en telle année, à quel événement est-ce que je peux, quel événement m'a rendu heureux ou m'a rendu malheureux, en tout cas, m'a impacté, ça se dit pas mais a eu un effet sur sur ma vie. Et donc ça, c'est étape 1. Étape 2, c'est quelles sont les personnes qui ont eu un effet sur moi. Ouais, les personnes. Et pourquoi est-ce qu'elles ont eu un effet. Et troisièmement, c'est comment est-ce que j'incarne ça ou comment est-ce que je l'interprète. Alors, il y a plusieurs exercices. En un exercice, c'est ensuite, ok. Après, par rapport aux événements, je lâche prise sur c'était bien, c'était moins bien, c'était ci, c'était ça. Et j'apprends à voir sous un prisme différent. T'es d'accord que, par exemple, sur ta frise de vie, il y a des trucs, j'en sais rien, imagine... à l'âge de 20 ans, t'as eu une déception. T'as une déception professionnelle, voilà. Ok. X années plus tard, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, t'as une vision différente. Tu dirais quoi, en fait, au Olivier, quand il avait 20 ans? Tu dirais, ok, tu sais, la vie, elle est faite de déceptions, tu vas t'en relever, c'est ce qui va te permettre peut-être de voir les choses différemment, d'être peut-être... Alors, j'aime pas le truc, est-ce qui tue pas rend plus fort? Non, est-ce qui tue pas te fait juste prendre conscience que t'es en vie, mais dans l'idée, c'est plus dans l'optique de dire, ok, quel est le meilleur conseil que tu donnerais au Olivier de maintenant par rapport à cet événement il y a quelques années? Parce que la maturité, c'est exactement comme nous adultes, quand on donne un conseil à un enfant, on le donne avec un vécu, on le donne, tu vois, ce qui est hyper dramatique pour un enfant, on lui dit, ok, mais t'inquiète pas, tu vois, ainsi de suite. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que t'apprends à te donner les meilleurs conseils parce que, t'as plus de maturité. Ça veut dire que dans ton présent, quand tu te sens un peu bouleversé par la vie, imagine ton Olivier dans 10 ans, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais maintenant? Quand tu dois, par exemple, j'ai fait cet exercice en coaching à quelqu'un, c'était assez amusant parce que elle a un changement de sa vie. Elle a un changement de sa vie qui est hyper important. Et ouais, mais j'ose pas, ouais, mais tu comprends, nanana. Projette-toi dans 10 ans. Tu donnerais quoi comme conseil? Je dirais à cette personne, imagine, c'est pas toi, mais t'as cette personne en face de toi. Tu lui dirais quoi? Ok, ose. T'as qu'une vie. Finalement, t'as pas tant d'attache que ça. Ose peut-être déménager. Ose peut-être créer ce projet. Ose y aller. Et au contraire, si ce projet te fait peur, c'est peut-être parce qu'il fait réellement sens. C'est ce conseil que tu donnerais dans 10 ans. Ou ce conseil que tu donnerais à quelqu'un. Donc c'est d'apprendre en fait à se dire, à prendre du recul et se dire, c'est quoi le meilleur conseil là maintenant que je me donnerais? Et ça permet cet exercice de premièrement se réconcilier avec ton passé.
tout ce qui m'est arrivé est au service de ma vie. Il y a eu du douloureux, il y a eu du joyeux, c'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. En cardiologie, tant qu'il y a des hauts et des bas, le cœur du patient bat, il est en vie. Donc on est plutôt content. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est juste normal. C'est dépolarisé sur c'est bien, c'est mal, c'est gentil, c'est méchant, c'était agréable, désagréable. Ok, ça s'est juste passé comme ça. Voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est d'apprendre à avoir un regard différent, sous un prisme différent de et si tout ce qui m'était arrivé était génial. Et quels conseils finalement, quels sont les meilleurs conseils que je me donnerais et valable dans ton présent, là tout de suite. Quand j'aurai 10 ans de plus, qu'est-ce que je me dirais? Et c'est comme ça, moi, que j'ai pris mes meilleures décisions. Parce qu'à des moments donnés, je me disais, ok, ouais, mais là, dans le présent, tu comprends, peut-être, je vais attendre que nanana, nanana. Mais je me dis, attends, mais la Marion, dans 10 ans, elle se donne quoi comme conseil? Quand j'avais 35 ans, j'ai fait changer beaucoup de choses dans ma vie. Et je me suis juste dit, mais ok, la Marion de 45 ans, elle dirait quoi? La Marion de 35 ans, là, tout de suite, dans le présent? Et ben, elle lui dirait, ok, ose faire ça, démarre ce projet, laisse tomber de côté ce job, laisse tomber, et fais-le. Et tu t'aperçois que 2-3 ans après, tu dis, mais ouais, en fait, j'ai pas perdu 10 ans de ma vie, quoi. C'est cool. Et bon, si jamais Eminem écoute ce podcast, no offense, hein, on discutera triathlon, je suis sûr que y a autre chose à m'apporter également. Mais du coup, là, on est c'est très orienté coaching de vie, en fait, pour les triathlètes débutants ou confirmés ou de haut niveau. Si tu devais leur filer un petit tip là de prépa mentale sur base de ta carrière de préparatrice mentale et ta carrière dans le sport, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors c'est vrai qu'on est parti un peu plus en coaching de vie, mais je leur dirais, tu vois, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que connaître votre mode de fonctionnement. Arrêtez de fonctionner à l'envers ou de vouloir fonctionner comme il semble bien de faire. Je vais donner un exemple. Il y a des athlètes, des gens qui sont plus faits pour être rationnel, émotionnel, d'autres plus stabilisant, dynamique, c'est des sphères au niveau cérébral, mais c'est d'être sûr de fonctionner dans le bon sens. C'est d'être sûr d'avoir les bons numéros de ton cadenas, de ton propre cadenas, et dans le bon sens. Et pas de galérer à essayer d'ouvrir ton cadenas avec pas les bons chiffres ou pas dans le bon ordre. Donc ça, ce serait Attends, mais c'est très imagé, mais concrètement, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, par exemple, tu prends toutes les fois où tu as bien réussi dans ta vie, et tu essaies de comprendre comment tu t'y es pris. Comment je m'y suis pris. Ensuite, c'est de connaître tes ressources. Tu t'appuies sur tes points forts. Tous tes points forts vont être les choses qui vont, qui sont la plus importante. Un gardien de but, tu vas pas lui reprocher de pas être un bon attaquant. Un lanceur de poids, tu t'en fous qu'il sache pas faire du saut en hauteur. C'est pas, donc, l'idée, c'est appuie-toi sur des points forts. Donc, c'est connaître vraiment tes forces. Tu t'appuies sur tes forces. Attends, parce qu'un triathlète, il nage, il roule et il court. En général, on dit toujours que les triathlètes, ils ont un point fort quand même sur les 3 disciplines. Donc tu fais comment? Tu lui dis, ok, si t'es bon en course à pied, concentre-toi sur le vélo. Enfin, c'est quoi? Alors, tiens, je vais donner un exemple parlant dans le triathlon. Moi, par exemple, j'avais pas de... en triathlon, on m'a toujours dit, ouais, départ natation, faut partir super vite. Moi, j'avais pas de... C'était nul en sprint. En fait, et donc j'essayais de partir à chaque fois vite, et sauf que je m'oxydais. Parce que j'ai pas les qualités de sprinteuse pure. Parce qu'au départ nat, en Coupe du Monde, en gros, t'as 80 fous furieuses qui veulent arriver en même temps à la même bouée, on a quasiment le même niveau. Donc je te dis pas le Sharpie. Donc dans l'idée, c'est de se dire, ok, on me disait, vas-y, faut que tu sprint. En fait, pas du tout. Moi, je m'étais appris à faire un bon premier 400 mètres et à avoir une capacité de résilience à prendre des grosses tartes à la bouée. J'ai pas cherché à sprinter, je sais pas sprinter. Donc je sais pas prendre de l'eau. Par contre, je sais que j'ai une endurance de force. Et pareil, ça a été aussi de déprogrammer. À moi, je dis, ouais, ce qui compte dans le sport, c'est de se faire plaisir. Quand t'es en train de te prendre des tartes à la bouée, je veux dire, à un moment donné, t'es pas en train de te dire, putain, je prends du plaisir, là. Non, là, c'est de la Oui, mais là, on est bien d'accord. Ça, je pense que c'est important. Remettons les points sur les i. Parce que les gens qui disent, moi, en course, j'ai pris du plaisir et j'ai profité. Ou qui te disent au départ, non, mais vas-y, en fait, la course, de toute façon, cette course, hein, c'est vraiment... Prends du plaisir, profite, non, tu vois. Mais ça, c'est le pire là, moi, conseil. je suis pas d'accord. Moi, tu peux profiter à l'entraînement, à la limite, dans certains entraînements, des sorties un peu cool, sensations ou quoi. Mais en course, c'est pas vrai. Non, mais tu profites pas. C'est de la souffrance. On est d'accord. Quand t'as le goût de sang dans la bouche. Mais là, tiens, oui. C'était le deuxième conseil. C'est-à-dire que, ok, donc déjà, t'apprends à te connaître. Ensuite, c'est comprendre tes biais cognitifs. Qu'est-ce que je me raconte? Et est-ce que ce que je me raconte, ça m'aide ou ça ne m'aide pas? Et quand tu vas te dire, ok, ce qui compte, c'est de prendre du plaisir. Quand t'as le goût de sang dans la bouche, si t'as tout misé sur ce qui compte, c'est de se faire plaisir, ton cerveau il te dit arrête, t'es complètement con.
Et c'est là, à ce moment-là, où tu as une confusion. Tu dis, mais je comprends pas, je veux me faire plaisir, mais là, tout de suite, je souffre, mais pourtant, je veux du plaisir. Et tu crées un conflit en toi. Si tu te dis, ok, le plaisir, je l'aurai quand j'aurai passé la ligne, parce que j'aurai une capacité à accepter la souffrance d'avoir le goût de sang dans la bouche, du moment où tu as le coup de sang dans la bouche, tu dis, ah, là, on y est, là. Tu vois, c'est toujours, attention au biais cognitif. J'ai une petite anecdote tiens, qui va vachement aider. Je sais pas si tu connais l'histoire des 3 filtres de Socrate. Socrate, il avait un disciple. Et un jour, son disciple lui dit, ouah, Socrate, c'est horrible, on dit des trucs atroces sur toi. Alors Socrate, grand philosophe, il se dit, ok, attends, vas-y, avant que tu me dises c'est quoi les 3 filtres, je vais te poser 3 questions, pardon. La première question, il dit à son disciple, est-ce que ce que tu vas me dire, c'est 100% vrai? Genre, t'as accès à 100% à la vérité, parce que un steak haché, c'est un bout de bœuf, et un bout de bœuf, c'est pas un bœuf. Donc, un bout de vérité, c'est pas la vérité. Alors, le disciple, il réfléchit, il dit, ouais, il y a du vrai, il y a du moins vrai, mais allez, non, j'ai pas 100% accès à la vérité. Ok. Bon, ma deuxième question, c'est est-ce que ce que tu vas me dire, ça va me faire du bien? Ah non, c'est pas terrible, non, je vais te dire des trucs pourris. Il dit, bon, ok, ça va pas me faire du bien. Donc, tu t'apprêtes à me dire quelque chose qui me fait pas du bien, et sur lequel, en fait, tu sais même pas si c'est vrai. Écoute, je vais quand même te poser ma 3e question, est-ce que c'est utile? Utile pour toi, pour moi, pour l'humanité? Parce que si c'est pas le cas, tais-toi. Parce que si ce que tu vas me dire, c'est vérité, bonté, utilité, et t'es pas capable de cocher les cases, ça ne sert à rien. Nos pensées, c'est exactement la même chose. Est-ce que ce que je suis en train de me raconter, c'est vraiment la vérité? Et on utilise ça dans la gestion des émotions. Il y a la vérité. Prends l'exemple d'une tranche de jambon. Autour d'une tranche de jambon, si tu mets un musulman et Obélix, ils se disent pas la même chose. Obélix, la tranche de jambon égale, on a mis la pâtée aux Romains, c'est la dernière page de la BD, on fait tous la fête, il y a du sanglier grillé et on se découpe le jambon, quoi. Un musulman, un écolo ou un végétarien, il n'a pas la même vision de la tranche de jambon pour lui. C'est lié à ses filtres socio-culturels, c'est lié à ses expériences de vie, c'est lié à sa sensibilité. Donc ça veut dire qu'on va créer notre réalité. Du coup, de notre réalité, on crée nos émotions et nos comportements. Donc quand tu vas avoir des bonnes émotions, parce que pour moi, une qualité de vie, c'est la qualité de ta gestion de tes émotions face à tout ce qui t'arrive en permanence, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Mais il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe en toi. Et c'est pour ça que les exercices de frise de vie, les exercices de force de talent, les exercices de comprendre, ok, quand je suis face à ça, je ressens ça, mais qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Et si je me le racontais différemment? Et si ma vision de ma réalité, elle était peut-être complètement obsolète? Windows 95, c'était génial en 95. Faut avoir évolué, sinon t'es dans le pâté, quoi. T'es dans le pâté. Donc c'est vraiment c'est vraiment dans ta qualité des émotions, c'est toujours d'avoir cette introspection. Moi, j'ai cette introspection quotidienne de me dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai moyennement vécu? Pourquoi? Et de comprendre d'où ça vient. Ah, ok, ça vient de là. Et tu sais quoi? Demain, tu feras mieux. La vie, chaque jour, c'est l'opportunité de recommencer un petit peu moins nul ou un peu mieux, tu vois. Le but de la vie, c'est d'être un peu, soit moins nul que ce que t'étais hier, ou soit meilleur que ce que t'étais la veille. Mais dans tous les cas, t'as le droit de rejouer tous les jours. Tant que t'as envie, t'as le droit de rejouer. Le jeu revient. Oui. Marion, on arrive doucement sur la fin du podcast. Je te propose de respirer un petit coup. J'ai une dernière question à te poser. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. À ton avis, toi qui as vécu plusieurs vies dans le triathlon, comment est-ce qu'on devient triathlète? En fait, alors, je vais tuer le titre de ton podcast. Je sais pas. En fait, on s'en fout du triathlon. On s'en fout de devenir triathlète. Je pense tout simplement qu'on devient quelqu'un. Et mon entraîneur, en fin de carrière, il avait juste ce mindset de nous dire, ok, vous savez, moi, mon but, c'est pas de faire de vous des machines à gagner. Il disait même en déconnant, même si je touche 10% de vos primes, mais moi, ce qui compte avant tout, c'est de faire des hommes et des femmes au sens noble du terme. Parce que dans la vie, en fait, il y aura des hauts, des bas, il y aura des déceptions, il y aura des satisfactions, il y aura des périodes de doute, il y aura des périodes de peur, il y aura des périodes de waouh, d'extase. Mais en fait, nous, notre but, c'est vraiment de faire des hommes et des femmes au grand sens du terme. Et je pense que triathlète, en fait, c'est de devenir quelqu'un. Et le triathlon est un excellent moyen pour l'être. Parce que tu es dans des adaptabilités permanentes. Tu es parfois seul à toi-même.
Il y a que le triathlète qui comprend, ou le cycliste qui comprend ce que c'est que de chialer sur un vélo mais de continuer à appuyer sur les pédales. Il y a qu'un triathlète qui comprend ce que c'est que de revenir d'une sortie vélo et de dégommer le frigo parce que t'as juste pas bien géré ta stratégie de bouffe. Il y a qu'un triathlète qui comprend ce que c'est que t'as mal au tendon d'Achille mais tu vas courir et t'es content. Tu vois. Donc ça veut dire que il y a plein de choses comme ça dans le triathlon où il y a que le triathlète qui comprend que c'est juste normal d'avoir ta peau qui sent le chlore, quoi. C'est ton parfum naturel. Donc, le triathlon, c'est une super école de la vie. C'est 3 disciplines. C'est complémentaire d'un point de vue physiologique, technique, tactique. Donc, ouais, pour moi, c'est une école de la vie à part entière. Donc, devenir triathlète, ouais. Mais en fait, c'est plutôt se servir du triathlon pour devenir quelqu'un et devenir, à un moment donné, je sais pas choc ce mot, mais tu deviens une machine de la vie, quoi. Enfin, et machine, pas dans le sens robot, mais dans le sens où, rien ne te fait peur, quoi. Rien ne te fait peur et tu sais que tu sauras toujours faire. Et c'est ce que j'appelle, moi, les états de flow. C'est très connu en préparation mentale, hein. FLOW, ça coule tout seul. C'est devenir triathlète, c'est devenir quelqu'un. Wow. Bon, bah écoute, super conclusion. Ouais, ça me plaît. Super beau message. Ouais. Et alors, on mettra ça dans notre recueil de citations avec celle de Nelson Mandela. Mais conclusion de la conclusion, notre entraîneur disait ok, et par contre il disait voilà, les 3 choses que vous gardez dans toute votre vie, que ce soit au départ d'une course, avant un entraînement ou dans la vie plus tard, il disait stay hungry, stay foolish and stay focused on your dream. Stay hungry, c'est rester affamé. Et ayez la dalle, ayez envie de manger, mais pas de manière agressive. Ayez envie de vous nourrir, de manger, d'avoir de l'appétit. Stay foolish, c'était rester déjanté, mais dans le sens loyal et propre, tu vois. C'est respectueux, mais foolish, c'est sois toi-même et ose les choses. Et focus on your dream, c'est reste focalisé sur tes rêves et tes projets. Voilà ce qu'il nous disait. Wow. Bah écoute, c'est beau. Je pense que on peut rien rajouter d'autre là-dessus, hein, si ce n'est clôturer. Donc Marion, bah on te donne rendez-vous très bientôt. On suivra tout ça. Puis Olivier, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Yes, super Marion, très chouette en tout cas de t'avoir rencontré, d'avoir pu creuser un petit peu et puis voilà, d'avoir une deuxième personne de la famille Laure Blanchet sur le podcast. C'est pas tous les jours qu'on a des frères et sœurs. On a déjà eu quand même quelques personnes comme ça de la même famille, mais c'est assez rare. En tout cas, merci pour la confiance et merci de m'avoir cité parce que je le prends vraiment moi comme un honneur et si ce que j'ai pu dire aide des gens, le job est fait. Moi, je suis contente. Génial. Un grand merci Marion et Hermano et chers auditeurs. On se retrouve dans une semaine. Salut à tous. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.